Bon, bah 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Coucou, salut tout le monde. Salut, salut. On est en direct, enfin pas vraiment en direct, mais en tout cas en présentiel pour Ah. cet épisode un peu spécial de Gizmo, spécial parce que il se fait pas un peu à distance comme d'habitude où chacun est chez soi derrière une webcam, il se fait à l'école Georges Méliès. Dans la vraie vie, quoi, en fait. Dans la vraie vie. C'est un peu l'ère post-Covid, comme on l'avait un petit peu oublié, où les gens se rencontrent, on peut boire des cafés en vrai, c'est ça. Ah, c'est stop. Donc pour cet épisode, je suis accompagnée de Franck. Tu joues à domicile pour le coup. Ah bah oui, je joue à domicile, ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, te dire un petit peu qui tu es, Franck, et puis peut-être nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce qu'on est, donner un petit peu de contexte à tous ceux qui nous écoutent. Et ben donc je m'appelle Franck Petitard. Qui je suis je me pose encore la question des fois. J'ai fondé l'école Georges Méliès il y a maintenant 23 ans, en 1999, dans le lieu où Georges Méliès avait fini sa vie. Donc c'est à Orly, on est à Orly dans un grand parc. Et Méliès a fini les 7 dernières années de sa vie dans le château qui est au milieu du parc en fait. Alors aujourd'hui on est dans un nouveau bâtiment, j'aurai l'occasion de revenir dessus et d'en parler plus précisément. Moi je suis issu tout simplement en fait, d'une voie qui est plutôt artisanale en fait, qui vient du compagnonnage en fait. J'ai été porté par des compagnons en fait dans ma vie parce qu'en 5e on m'a dit que je ferais rien de ma vie. L'école classique a dit ça, l'école de la République. Et du coup j'ai eu de cesse à essayer de prouver l'inverse en fait, de prouver à moi-même déjà pour me rassurer. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé sur des gens, déjà ma famille qui m'a beaucoup soutenu, ça a été que ce soit mon père ou ma mère ou ma famille environnante, et qui m'ont fait confiance en fait. Et c'est là où j'ai repris confiance en moi et je suis reparti via le bâtiment, donc pour la maçonnerie et la taille de pierre. Il y avait du dessin, il y avait beaucoup de dessins, ça a été mon rêve en fait de base, c'était de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je veux construire des cathédrales, c'était mon premier rêve. J'y suis passé parce que j'ai travaillé sur la restauration de monuments historiques au tout début de ma vie professionnelle. Le Pont-Neuf, entre autres. La basilique Saint-Denis en Haut-de-Paris. Notre-Dame. Oui, mais en tant qu'apprenti, en fait, c'est toujours effectivement impressionnant de pouvoir travailler sur des monuments pareils. Mais en gros, à quoi ça sert ? Ça sert à donner une vraie envie aux jeunes. En fait. Et là, actuellement, chez les Compagnons du Devoir, donc à l'Union Compagnonique, on essaye de donner un renouveau en fait, à ces métiers-là. Donc il y a plus de 80 métiers à l'Union Compagnonique, je serais incapable de tous vous les citer, mais c'est des métiers qui embauchent en plus. Donc voilà. Et de là, en fait, moi, à mon époque, quand j'ai cherché en fait, mes repères de vie, en fait, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, je suis tombé sur ces gens-là. Et là, je le dis aujourd'hui parce qu'on peut transposer ça à notre période. On essaye de remonter en fait un chantier qui est monter la deuxième flèche de Saint-Denis pour faire un chantier école à la manière de Guénelon, vous voyez, pour faire découvrir les métiers de la taille de pierre, de la charpente, de la menuiserie, de la forge, de maître verrier, tout ça, pour redonner envie à ces jeunes d'aller vers ces métiers de tradition. Voilà, donc moi à l'époque j'ai pu bénéficier de ça sur des chantiers de restauration comme Notre-Dame, le Pont-Neuf, la basilique Saint-Denis, la mairie Souligny-Moulineaux, où ces vieux anciens barbus venaient me prendre par la peau et me dire tiens, regarde ça aujourd'hui. Et c'est là où j'ai repris confiance en moi. Voilà, pour différentes raisons. Après, je suis parti dans l'Isère chez un compagnon qui venait de finir son Tour de France et qui m'a appris vraiment de A à Z le métier. Donc ça allait de construire des cheminées en pierre de taille tendre ou dure ou en granit ou en marbre, et puis jusqu'à faire des restaurations de façades aussi ou des constructions de maisons from scratch, de zéro à rien. Et je suis passé par toutes les étapes de construction. Par la géométrie, parce que c'est ça qui, en fait, qui sous-tend la matière, en fait, qui sous-tend la construction de la matière, que ce soit notre corps humain, la molécule ou le flocon de neige qui tombe du ciel, est construit d'une manière très géométrique et harmonieuse. Voilà. Cette harmonie-là, c'est ce que j'ai eu de cesse à rechercher dans tous les métiers que j'ai pu pratiquer et que j'essaye de transmettre aujourd'hui à mes étudiants. Mais là, on n'est que sur le plan de la matière. Et ce plan de la matière nous est transmis dans le compagnonnage, en fait. C'est cette géométrie sacrée, ce qu'on appelle stéréotomie, géométrie descriptive. Donc tout ça, je me suis accroché à tout ça parce que j'avais un certain regard sur ce que je pouvais observer de la vie, du vivant, des animaux, des êtres humains, qui sont faits en fait à l'image de la construction des cathédrales. Donc c'est cette géométrie-là qu'on m'a appris, ce côté platonicien des choses en fait.
Et de là, je me suis nourri pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans la matière? Et qu'est-ce qui fait vivre la matière? Ben, c'est bien ce fameux cœur à l'ouvrage qu'on dit, on met du cœur à l'ouvrage. Ben, c'est ça en fait. On met une part de nous dans ce qu'on construit. Et dans les rapports humains aussi. Ce que tu as construit, toi, en tant que rapport humain, d'aller interviewer des gens sur leur métier, c'est ça en fait. Tu crées un seul et une unique chose en fait. On n'est plus deux, mais on est un en fait quand il y a des choses comme ça qui se passent. L'enseignement, c'est ça. La transmission, c'est ça. Et le compagnonnage m'a redonné en fait cette envie de partager, de se donner à l'autre. La pédagogie, c'est ça, c'est de se donner tel qu'on est à l'autre en fait, et de le partager, et pas de garder les choses pour soi. Voilà, donc à l'époque c'était ça. D'où je viens, c'est là. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Donc, j'ai fait un gros saut en passant par un métier qui va faire sourire les gens, mais par le métier de gendarme. J'ai fait mon armée. Je suis encore un des derniers à avoir fait mon armée chez les gendarmes. Et où là, j'ai construit un monument de 2,5 tonnes de granit et de marbre pour les morts de la Deuxième Guerre mondiale, pour l'école des officiers à Melun. Parce que tout simplement, le capitaine, en voyant mon CV, elle me dit « Mais t'es tailleur de pierre, qu'est-ce que tu fous à l'armée, toi ?» T'as rien à faire là, tu vas pas faire des gardes ou aller sur les routes, siffler sur les gens pour faire contrôle de papier, t'as pas que ça à faire. Et je dis bah si, parce que moi j'ai besoin d'une année de césure où j'arrête, je revenais sur Paris pour des raisons personnelles, donc j'étais parti dans l'Isère et dans l'Ain, dans les carrières, chez le compagnon dont je vous parlais tout à l'heure, Eric Lansola. Et de là, je suis revenu chez mes parents en fait, hein, parce que j'avais besoin d'évacuer beaucoup de choses. Et mon père m'a dit bah, tu vas pas rester à rien foutre, il faut que tu bosses, ou tu vas à l'armée ou tu bosses, mais tu restes pas à rien faire à la maison. Et donc voilà, je suis parti chez les gendarmes. Et ce fameux capitaine qui voit mon CV, il va voir le général Desjardins, le plus jeune général de France à l'époque, 3 étoiles. Et il m'a appris sous son aile, il m'a dit mais dans ce cas-là, tu fais ton armée, mais tu fais une sculpture pour les morts de la Deuxième Guerre. Il me dit regarde sur la place d'Armes, c'est inadmissible. On n'honore pas nos morts de la Deuxième Guerre, c'est pas normal, c'est l'école des officiers, il faut que tu fasses quelque chose. Et toute mon armée, j'avais un hangar pour moi. Incroyable. Et j'ai taillé du caillou pendant toute mon armée. Alors tous les EOR passaient voir ce que je faisais. Ils étaient étonnés que j'ai pas besoin de chauffage. C'était un grand hangar en plein hiver. Et le général les faisait passer par deux pour dire allez voir le gendarme auxiliaire Petit A parce qu'il se plaint pas. Il est pas dans le froid. Il est dans le froid, il se plaint pas. Bah, très vite, quand vous tapez sur du caillou H24, vous avez plus chaud. Hein, vous dégagez une certaine énergie. Donc c'était facile de leur expliquer ça. Voilà, bon, ça c'était une période. Et puis après mon armée, ce fameux général ou capitaine, ou en tout cas, ils sont partis chercher un concours, parce qu'ils savaient que je rêvais de faire les Beaux-Arts de Paris, mais moi je voulais faire les Beaux-Arts en architecture. Il y avait une logique de tailleur de pierre, maçon, tailleur de pierre à passer par l'archi et puis à essayer de construire. Voilà. Et là, ce cheminement a été magique parce que c'est pas moi qui ai fait la démarche d'aller chercher le dossier de concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris. C'est le général, en civil. Et je l'ai su plus tard. Et il a dit, tu quittes pas la gendarmerie tant que tu t'es pas présenté au concours des Beaux-Arts. Et c'est là où je me suis présenté au concours des Beaux-Arts, que j'ai réussi, mais pas en archi. Il a pris le dossier sculpture, peinture, gravure, parce qu'il y a eu cette scission entre les architectes, les peintres et les sculpteurs graveurs. Et donc ils ne sont plus ensemble. C'était dans les mêmes locaux, c'était Paris-Malaquais, quoi. Ouais, il fallait que tu choisisses. Voilà, c'est ça. Il y avait plus de. Et je l'ai fait, et j'ai eu à l'unanimité du jury 15 personnes qui ont voulu que je rentre aux Beaux-Arts, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans, quoi. Cool. Je t'ai pas coupé, mais d'après toi, qu'est-ce que tu as appris le compagnonnage, peut-être comme valeur quand tu as quitté l'école assez tôt Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore certaines de ces valeurs-là, ou en tout cas, tu te dis que tu serais peut-être pas le même homme si tu n'avais pas appris certaines choses grâce à eux? Mais ça, c'est là, t'enfonces une porte déjà ouverte. C'est pour moi, je suis construit par l'esprit du compagnonnage, par l'esprit de Georges Méliès aussi, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais c'est vraiment cet esprit du compagnonnage qui est toujours vivant, qui est toujours là parmi nous et qui est toujours à nous redonner les choses essentielles de la vie, à nous mettre devant le nez quand on en a besoin. Alors, je m'explique. Oui, j'ai gardé ces valeurs-là, et oui, j'ai essayé de construire cette école à plusieurs. On ne fait jamais rien tout seul dans la vie. Il y a plein de gens qui ont participé à la construction de cette école. Dans ma vie de tous les jours, de vivre compagnonnage. Et c'est pas un vain mot de dire ça. C'est-à-dire que ça se voit aussi dans l'échange qu'on peut avoir aussi avec les gens. Cette transmission. Le mot tradition, parce que le compagnonnage vient souvent très rapidement avec le mot tradition, ce qui peut faire peur à notre époque, mais qui veut juste dire en fait transmission, tradition. Donc transmission, si on ne transmet pas nos valeurs, nos métiers, nos savoir-faire, nos gestes, savoir comment par exemple on forge un outil aujourd'hui mais on le trempe après dans la foulée, c'est tout bête, hein, on perd des savoir-faire.
Et ça, c'est un de mes grands combats, c'est d'essayer de ne pas perdre en fait le fil rouge qui nous permet en fait de relier toutes les générations du passé à ce qu'on fait aujourd'hui. On avait au Moyen-Âge des imagiers imaginiers. C'était ceux qui fabriquaient les images et qui dictaient en fait en tête de corporation, donc chez les tailleurs de pierre, chez les charpentiers, chez les maîtres verriers, tout ça, comment on devait construire nos images. Donc la composition d'une image, les choses, comment le choix des couleurs qu'on mettrait sur nos images, si c'était du verre par exemple pour les vitraux, la composition en relief qui était construite par rapport à tout ça, quand c'était de la sculpture, quand c'était de la gravure, c'était d'autres méthodes. Et toutes ces traditions, que ça soit ces imageries d'Épinal d'époque ou l'imagerie plus vieille du compagnonnage qu'on voit sur nos monuments aujourd'hui un peu de partout, c'était raconter des histoires. Et ce fil rouge de raconter des histoires, il y a des savoir-faire derrière. On ne peut pas construire des histoires sans avoir des savoir-faire. Que ce soit le savoir-faire de l'écriture, le premier, raconter des histoires, pour faire un roman ou une BD, voilà. Mais aussi raconter des images animées. Il y a des tentures qui sont faites, ce que j'appelle des linceuls en fait, que Takahata prônait et qu'il adorait. En fait, c'était des cheminements en tapisserie qui étaient construits et qui racontaient des histoires. Mais comment passer au-delà de ça aujourd'hui dans un monde où on est dans un monde de l'image, où on est abreuvé d'images en permanence. Et on est du verbe être et naître. On ne peut pas passer au-delà des images aujourd'hui. Où sont nos imagiers ? J'ai une petite réponse. Former des artisans de l'image à notre époque. Déjà, le mot artisan n'est pas dit par hasard. Et de l'image, artisans de l'image, c'est des gens qui sont en mesure de comprendre comment raconter des histoires, comment les construire, mais avec n'importe quelle technique. Que ça soit à la main, avec un crayon 2B ou une tablette graphique, ou de la 3D, ou du papier découpé, ou de la peinture animée, de la 3D image de synthèse en général, ou du trucage avec de la prise de vue réelle truquée avec des images truquées et effets spéciaux. Voilà. Ou du jeu vidéo, parce qu'on raconte aussi des histoires dans le jeu vidéo. Là, tu dissocies en fait le fait de raconter du médium en fait qui est utilisé, et c'est là où après tu as plein de techniques et plein de manières de raconter ces histoires. Faut-il encore savoir à la base comment les raconter visuellement, et derrière il y a plein de méthodes pour les raconter visuellement. Ouais. Et on n'a pas inventé ça à notre époque. On a inventé ça dans le passé, et avec les différentes manières de s'exprimer dans le passé, on dit que Georges Méliès était le père du spectacle cinématographique, donc le premier à avoir fait un spectacle devant la caméra, et le père des trucages aussi, c'est le premier à avoir fait des trucages, dont son premier trucage qu'il a fait par hasard. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a été chercher les romans de Jules Verne, il a dit je les adapte devant la caméra. Il dirigeait déjà le théâtre Robert Houdin, donc il savait déjà le théâtre, son théâtre, il mettait en scène. Il jouait avec les théâtres d'ombre, avec les lanternes magiques où il projetait des images en relief sur des draps blancs. Voilà, et il faisait de la magie devant les gens. Donc tout ça, ce qu'il a dit, moi je vais me mettre à faire ça devant la caméra. Quand il est présent à la première des projections des Frères Lumière, il est présent. Il y a même ça serait super de le faire écouter. Il y a même un enregistrement sonore. On n'a pas d'image, sonore entre Louis Lumière et Méliès qui parle de ça. C'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à l'écouter. Je pense que c'est sur le site de l'INA où je retrouverai, on le mettra en définition sur la vidéo. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a la rencontre de gens qui ont créé une caméra pour filmer et restituer la caméra. C'est les Frères Lumière. C'est eux qui inventent la technique du cinéma, en fait, pour pouvoir faire ça. Et Méliès se dit, mais je veux ça pour pouvoir faire du spectacle et amuser les gens et raconter des histoires. C'est formidable. Il y a un vrai passage, encore une fois, ensemble, jamais tout seul, entre les Lumières et Méliès qui, ensemble, vont créer un truc époustouflant, quoi, qui vont faire de la magie devant les gens. Mais de la magie animée qu'on va pouvoir voir des dizaines de fois, quoi. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Et là, de ça, donc il fait naître les trucages par hasard aussi, de ça. Et encore une fois, il raconte des histoires. Il est à cette volonté de vouloir raconter des histoires. C'est aussi Méliès qui fait l'affaire Dreyfus, quand même, et qui met en scène les infos, l'information. C'est quand même le procès Dreyfus, ça a été un grand séisme en France. Voilà, lui, il met en scène ce genre de choses ou plein d'autres sujets. Mais voilà, donc il fait naître le 7e art. Mais dans cette quête
raconter des histoires, il part dans une exploration à du coup essayer de trouver des techniques vraiment en expérimentant pour créer ce nouvel art en essayant de se baser sur ce qu'il sait lui déjà à la base, c'est-à-dire le théâtre, pour ensuite vraiment créer en se disant j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne. Le théâtre, tu as raison de le dire, mais les 6 autres fondamentaux qui viennent avant le 7e art, il les invente pas trop. Il va chercher ce qui existe déjà. Il va se nourrir des peintres, des sculpteurs, des architectes, pour pouvoir des littéraires. On l'a dit Jules Verne tout à l'heure, mais il s'inspirait de d'autres que Jules Verne, des frères Grimm et tout ça. Et de là, il crée vraiment en fait ce 7e art en fédérant les 6 autres fondamentaux. Donc architecture, sculpture, peinture, littérature, musique, théâtre. Et ça, c'est des têtes de chapitre. Dans le théâtre, qui connaît très bien la magie, l'illusion, la danse, bien évidemment, tous les arts du mouvement, du spectacle vivant. Dans la peinture, c'est la gravure, c'est la nilogravure, c'est tous ceux qui font des images. C'est la tapisserie, où on faisait beaucoup d'images sur les tapisseries. L'art héraldique, on construit les blasons, les étendards, tout ça. C'est un art premier qui permet de construire d'une manière géométrique des images. L'art héraldique, c'est de là qu'il va se nourrir pour construire ces images derrière la caméra. Et là, c'est fabuleux parce que du coup, de réunir encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la synthèse des choses, c'est que tous ceux qui cherchent à réunir, à unir, à cristalliser, ne sont pas dans la division du diable. Et ça, c'est important. Il y a ces 2 chemins à choisir quand tu veux te construire toi-même. Si tu es dans le rassemblement, je suis persuadé, convaincu que ça fait des belles choses. Ça nous permet de construire de belles choses. Si on est dans la division de chacun qui se regarde en chien de faïence en disant même moi je garde mon petit précaré et l'autre près son précaré, ça marche pas. Ça marche pas. Tu nous as vachement là expliqué le compagnonnage, ses valeurs, mais aussi beaucoup sur Georges Méliès. Et quelque part, il n'est pas très loin de ces valeurs-là. Ah non, son grand-père était compagnon maître Bottier, donc il a ces valeurs-là. Ouais. On en était au tournant où tu arrives aux Beaux-Arts. C'est quoi le lien et peut-être le déclic entre les Beaux-Arts et puis cette idée de créer l'école comment ça t'est venu et comment ça s'est réellement passé? C'est une folie. Même encore aujourd'hui, c'est une folie. Je pense que c'est justement aujourd'hui que je m'aperçois que c'est une folie, depuis une dizaine d'années. Ça fait 23 ans que l'école existe, mais j'ai vraiment eu une prise de conscience quand on a passé les 10 ans de l'école. Okay. Ça a été constructeur. Et de là, je pense que pourquoi, à ce moment-là, aux Beaux-Arts, je me pose la question de construire l'école, ça s'est fait par différents chemins. J'avais des potes qui travaillaient chez Durand-Dubois, des boîtes d'effets spéciaux, de 3D, tout ça, et qui me voyaient dessiner de l'anatomie, de la morphologie, en dessin, en sculpture, en modelage. Ils disaient, mais comment tu fais Nous, on n'a jamais appris ça. Je regardais ce qu'ils faisaient, je disais, mais vous faites des images. Vous n'avez jamais appris à composer une image. Ah ben non, nous on a appris le logiciel, là c'était 3D Studio Max à l'époque, ou Maya, ou même pas Maya encore, Maya n'était pas là, c'était Softimage et tout ça. Et puis, bah non, mais dis-nous, apprends-nous et tout ça. Alors moi je me suis mis à écrire des cours, puis à les inviter aux Beaux-Arts pour qu'ils viennent squatter les cours des Beaux-Arts dans l'amphithéâtre d'anatomie. Pour leur dire, ouais, arrêtez de faire des patates en images de synthèse, faites des corps humains, quoi. Et comprenez le squelette, les muscles, tout ça pour faire de la modélisation après. Voilà. Alors les gens de chez Disney connaissaient très bien ça, parce qu'on ne peut pas faire de l'animation 2D traditionnelle, 24 dessins pour une seconde d'animation, tant qu'on n'a pas compris ce que c'était que la morphologie du corps, la géométrie du corps, la morphologie et l'anatomie, qui sont 3 choses différentes. Et donc ces potes-là, à l'époque, me disaient, mais bah, dans ce cas-là, voilà, dans une soirée bien arrosée, t'as qu'à monter une école. Et puis je les ai pris au pied de la lettre. J'étais encore élève aux Beaux-Arts, et en 4e année aux Beaux-Arts, j'ai proposé au directeur de l'école de faire mon diplôme de 5e année. J'avais déjà toutes mes unités d'évaluation en fin de 4e année, pour faire mon diplôme, pour créer l'école Méliès. J'avais un pote, Alexandre, qui a présenté son mariage pour faire son diplôme de fin d'études. C'était très concept. Hein. Moi, j'étais aux Beaux-Arts pour tout ce qui était traditionnel, académique. Et lui, il était pour le concept, pour l'écriture du concept, la philosophie, la psychanalyse, tout ça. Bon, c'était pas le chemin que je voulais prendre. Et de là, j'ai dit, bah, pourquoi moi, je pourrais monter aussi une école d'art, si lui fait son mariage. Donc, je vais voir le directeur des Beaux-Arts en mettant dans ma poche la lettre de démission, parce que je savais qu'il allait me virer et que je préférais démissionner avant qu'il me vire.
Et effectivement, il a décidé de ne pas me garder à l'école. Mais en fait, juste avant, à sa secrétaire, j'avais donné ma lettre de démission. Et en sortant, je lui dis, mais non, j'ai démissionné avant que vous me viriez, monsieur le directeur. Parce que je savais que vous alliez me... Alors c'est la petite blague. Et après, du coup, là, je me suis mis à construire l'école d'un point de vue pédagogique, en m'inspirant de pédagogie qui était déjà existante. Mais qui datait, quoi, comme l'école du Bauhaus en Allemagne, qui a fait date et qui a construit de l'architecture, qu'on construit le design, de Colart, construit en grande partie par les animateurs de chez Disney, les Nine of Men. Je t'arrête là, tu pars vraiment de zéro, tu as tout à créer, c'est-à-dire un oui. programme pédagogique, oui. savoir... Les locaux, tout ça. Vas-y, dis. Les locaux. Oui, les locaux, oui. Je pars toujours du lieu, et du lieu, après, on construit le reste. Ouais. Qu'est-ce que tu avais sur ta feuille de route ou comme ligne de mire ou comme voie que tu avais envie de suivre quand tu as commencé à explorer un peu toutes ces écoles qui avaient un peu fait foi chacun dans leur domaine? Qu'est-ce que tu cherchais à capter pour peut-être t'en inspirer ou prendre ce qui avait marché à droite à gauche? Parce que là, tu es en train de commencer à nous énumérer un petit peu où est-ce que tu étais parti, mais qu'est-ce qui, toi, t'a guidé à chaque fois dans cette recherche et dans la composition de ce programme ou en tout cas des apprentissages que tu avais vraiment envie d'inculquer dans l'école? Eh ben, alors tu fais bien de revenir sur ça parce que ça a été très fondateur en fait dans ma façon de présenter les choses à la profession, aux entreprises. Je leur dis, il n'y a personne aujourd'hui, à l'époque, qui faisait la synthèse entre le monde de l'animation 2D et le monde de la 3D. Ils étaient même en guerre, les deux mondes. Ils ne voulaient pas se parler. Et je me rappelle de certains patrons d'entreprise me soutenant, me disant, mais Franck, fonce, vas-y. Guillaume Éloin de Sparks à l'époque, patron de Timto aujourd'hui, m'a vachement soutenu dans cette démarche de construire et de rassembler les gens de la 2D. Lui-même voulait reprendre à l'époque les animateurs de Disney, parce que Disney fermait à la même époque où j'ai créé l'école, en France, hein, bien sûr, oui, en France. Le Disney Montreuil, où ils ont fait Tarzan, le Bossu de Notre-Dame, tout ça. Et ils avaient cette envie, Guillaume Éloin avait cette envie de reprendre ces animateurs 2D pour les faire venir dans l'animation 3D et les faire diriger l'animation 3D. Ce qui n'a pas pu se faire, mais lui me poussait à monter l'école. D'autres gens qui ont voulu aussi reprendre Disney, comme Philippe Grimont ou Jean-Pierre Quenet, voulaient reprendre aussi Disney et me poussaient aussi à l'époque et m'ont vraiment suscité et conforté dans l'idée que j'avais de rassembler les gens. Au début, c'était ça, hein, c'était aussi simple que l'animation 2D traditionnelle, donc 24 dessins pour une seconde d'animation, et de l'animation de personnages 3D. On en était là. Et très vite, je me suis aperçu que je ne pouvais pas enseigner que ça, ce rapport-là. Qu'il y avait beaucoup d'autres rapports. Voilà. Quand on fait des décors en images de synthèse, je ne vois pas comment passer à travers le maillage de l'architecture et de la scénographie. Comment composer un espace et travailler l'espace et la lumière qui est le propre de l'architecture. Pour l'animation, c'est évident, hein, c'est le théâtre et la danse, le mime, l'art du mouvement au service de l'animateur de personnages. Mais quoi dire d'autre? Les peintres, hein, construire une image, c'est aussi de s'inspirer des graveurs, des peintres, la composition d'image, le choix de la palette de couleurs pour construire une image de synthèse. Il y a plein de choses. On fait pas d'histoire, que ce soit des jeux vidéo ou des films sans histoire, donc la littérature. Et cette nourriture était fondamentale. Et tous ces rapports-là, je les ai construits petit peu à petit peu au fur et à mesure. Les rapports à chaque fois entre la tradition et ce qui se faisait. Voilà, et les différentes techniques et méthodes de fabriquer et de raconter des histoires. Ouais. Donc tu essayais vraiment à chaque fois de faire un parallèle entre ce qui se faisait de manière un peu plus traditionnelle avec des métiers ou des techniques de l'animation 3D ou dans le jeu vidéo. Des effets visuels, tout ça. Voilà, c'est le rapport en fait. Voilà. Pour donner une nourriture et construire ton programme pédagogique. Tu m'arrêtes si je... Oui, non, tu as raison. Après, c'est des rencontres de gens. Qui va enseigner? Moi, je ne pouvais pas enseigner tous les cours. Donc, j'étais chercher des professionnels ou des profs ou des enseignants qui avaient envie de transmettre. Parce qu'en fait, il faut avoir l'envie de transmettre. Il ne faut pas le besoin. C'est une vraie différence, le besoin et l'envie. Et ces profs qui avaient envie de transmettre, j'en ai trouvé un qui était un de mes profs aux Beaux-Arts de Paris, qui était Jean-François Dufaux, qui m'a vraiment tout enseigné en sculpture après le campagnonnage, qui a pris le relais du campagnonnage. C'était un monsieur extraordinaire et qui m'a ouvert les yeux, au-delà de m'apprendre à faire du modelage et de la sculpture, m'a appris à analyser des œuvres d'art. Que ce soit des peintures, des sculptures, des architectures, des gravures. Et de là, on faisait les visites de musées, les visites du Père-Lachaise aussi, des cimetières, parce qu'il y a toute la statuaire du 19e et dans nos cimetières. Hein, donc il suffit d'y aller et puis de marcher, de errer. Et de là, quand je lui ai expliqué ça, j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts, et je lui ai dit, mais je vais monter une école. Et il m'a pris au sérieux. Il m'a dit, ah bon? Mais je lui ai dit, je veux le faire avec ce que tu as appris toi à l'époque.
Jean-François, Dudu pour les intimes, c'était quelqu'un qui a bossé 25 ans avec César. La plupart de ce qu'a fait César en figuratif, c'était Jean-François, c'était Dudu, quoi. Et de là, il m'a dit, mais t'as raison, mais là tu t'appelles Don Quichotte, alors tu veux vraiment être sur ton cheval et te battre contre des moulins, parce que l'art contemporain aujourd'hui ne te permet pas aujourd'hui d'apprendre ces académies. Et aux Beaux-Arts, on voyait déjà depuis très longtemps la décroissance de l'enseignement académique, parce que c'est un vulgaire gros mot, l'académie, alors que c'est bien ce qui nous construit aujourd'hui. On le voit dans le cinéma d'animation, si on n'a pas d'académie, on ne peut pas construire des personnages, on ne peut pas les animer, on ne peut pas composer une image. C'est bien de là qu'il faut repartir. Et puis après, être dans l'abstraction. Après, on peut faire de l'art contemporain. Après, on peut être dans la déstructuration. Mais il faut apprendre. Et c'est ce que m'a appris Jean-François. Apprendre du vivant. Apprendre à reproduire le vivant. L'être humain, sous toutes ses formes. Avec un grand H. L'homme avec un grand H. Les animaux, les végétaux et les minéraux. Tout le reste, c'est l'homme qui a créé. Donc c'est bien du vivant qu'on parle là. Et qui dit vivant, dit... 1, matière, donc géométrie. 2, l'âme du vivant, ce qu'on disait au début de la rencontre. Et puis de ramener un esprit de quelque chose. Ça peut être l'esprit de Georges Méliès, ça peut être l'esprit du compagnonnage, ça peut être l'esprit des vieux imagiers d'Épinal, ça peut être plein de choses. En fait, l'esprit, c'est ce qui rassemble, en fait. C'est ce qui synthétise et qui va nous porter, en fait, et qui va faire monter, comment dire, avec un langage simple, qui va faire monter l'union dans un égrégore, en fait. Et quand il y a égrégore, il y a une énergie qui s'en dégage. Et c'est l'énergie de l'amour, de l'humain en fait, de ces gens qui savent expliquer, qui savent échanger ensemble, qui savent vivre ensemble. Voilà. Et moi je pense que là, en fait, Jean-François, il m'a appris ça, quoi. Il m'a appris à apprendre à regarder le vivant. En fait, on parlait très peu en fait. Par contre, on s'extasiait des fois devant des sculptures ou des peintures au Louvre ou au musée d'Orsay ou dans un cimetière, à manger un bout de saucisson avec un bout de pain dans un coin, et puis des fois on parlait pas. Mais on appréciait le moment présent, on se reposait, on appréciait notre compagnie, la compagnie de... Et puis ça, du coup, on l'a transcrit dans l'école Méliès. Et il m'a suivi, il a donné les cours à l'école Méliès, même longtemps après être à la retraite des Beaux-Arts, pour pouvoir transmettre ces choses-là. Et il y a des générations d'étudiants de l'école Méliès, si vous leur parlez de Jean-François Dufaux, mais ils vont se dire, bah, ok, d'accord, on l'a perdu, voilà. Mais il nous a transmis des choses. Voilà. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est ce qui reste en fait des vrais échanges humains. C'est ces choses qui se rassemblent par le vivant, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'il nous a appris. Donc de là, lui en faisait partie, mais d'autres professeurs l'ont fait. Hein. Je pense plus précisément à quelqu'un qui nous a ramené à l'école en fait cette vision de la prise de vue réelle. Donc la prise de vue réelle, le live action en fait, à travers de la stop motion ou à travers de la prise de vue réelle avec des vrais acteurs. Et c'était Daniel Butiot, qui a enseigné et qui a marqué des générations d'étudiants aussi à l'école, et qui lui venait de ça en fait, de cette bidouille de la prise de vue réelle par de la stop motion, par image, ou par de la prise de vue réelle avec des vraies caméras, pour pouvoir transmettre à des jeunes qui vont faire des trucages, des effets visuels, ces bases de la tradition. Quand on sait tenir une caméra dans les mains, en fait, c'est ce qu'il leur racontait, hein, et qu'on pratiquait vraiment dans les cours. Quand on est en image de synthèse, on sait ce que c'est qu'une focale, on sait ce que c'est qu'un cadre, et on sait pourquoi on choisit cette focale pour raconter telle histoire. Ouais. Par exemple, hein, je donne ces genres d'exemples. Mais pour l'éclairage, c'est la même chose. Ces bases de l'éclairage qu'on pouvait enseigner et qu'on enseigne sont fondamentales d'un point de vue traditionnel quand on est dans un environnement en image de synthèse, et même dans une scène de jeu vidéo. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est le... Mais du coup, c'est ça, c'est cet environnement ensuite qui soit 3D... il leur est déjà familier avec tous les outils parce qu'ils les ont déjà en fait expérimentés, pratiqués dans la vie en fait courante, en peut-être n'ayant pas en plus le souci de la technique. Il suffit juste de déplacer les lumières, déplacer la caméra, et t'as pas besoin de te prendre la tête pendant des heures à déjà essayer de manipuler cette caméra qui est un peu moins instinctive que dans la vraie vie, où tu vas peut-être te rendre compte que tout simplement c'est sombre et il va manquer des sources de lumière. Il va falloir que tu trouves des solutions en live. Oui, tout à fait, ouais. C'est très... le plateau de tournage est très formateur. Ça a toujours été, mais là, depuis quelques années, dès qu'on rentre à l'école Méliès, on a un mois non-stop, jour et nuit, hein, où ils font des petites scénettes, où ils adaptent des tableaux de maître en stop motion. Donc ils fabriquent les marionnettes, ils fabriquent les décors, ils choisissent la focale, ils choisissent la caméra. Tout est en vrai, quoi. Tout est en vrai, quoi. Tout est palpable, tout est fabricant pour eux.
Et je pense que les jeunes qui viennent à Méliès, ils viennent pour ça. Ils viennent pour ce côté où ils vont pouvoir se découvrir. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire en entrant dans l'école encore. Ils savent que c'est dans l'image, dans l'animation, dans le cinéma d'animation, dans les effets spéciaux, dans le jeu vidéo. Mais ils ne savent pas vraiment. Il y a plus de 80 métiers en fait dans ces domaines-là. Donc on ne peut pas savoir sans avoir pratiqué déjà. Il n'y a que les plus curieux qui ont déjà testé dès le collège ou le lycée, des petits stages, des trucs comme ça, qui vont se dire oui, mais sinon ils ont encore besoin de se découvrir. Et en fait, ce que j'essaye de faire depuis 23 ans, c'est que le jeune qui vient à l'école se découvre, lui, En tant que personne, pour ce qu'il est lui, avec son vécu, avec l'éducation qu'il a eue de ses parents, pour construire sa vie future qui lui appartiendra à lui. Donc je ne peux pas mettre dans des boîtes ou dans des sections dès qu'ils rentrent dans l'école, parce que sinon je leur coupe leur créativité. Et ça s'est pas délié tout de suite dans ma tête. Je l'ai fait par mimétisme du compagnonnage. Et ce mimétisme, en fait, j'ai essayé de le reproduire au fil du temps. Et en fait, ça s'est imposé de soi-même, où aujourd'hui, un jeune vient à l'école Méliès, pour les avoir questionnés plusieurs fois, parce qu'il y a ces choses-là fondamentales, traditionnelles, qui sont dans l'école. Que ça soit le dessin d'observation, qu'on continue toute la scolarité. Ce n'est pas un petit tronc commun qu'on fait au début de l'école. Il y a des cours du soir en plus, jusqu'à 20h30, il y a des cours. Donc, pour ceux qui veulent s'en débarrasser en première année, voilà. C'est foutu. Voilà, il y a Djadji Diop, qui est un sculpteur contemporain et qui vient transmettre ce que Jean-François Dudu faisait à l'époque en études morphologiques d'approvisionnement en terre à modeler. Donc il y a une transmission qui s'est faite, et ça c'est en cours du soir. Et donc on peut continuer, un modeleur de personnages 3D peut continuer à faire de la terre à modeler ou de la cire toute sa scolarité. Et une fois qu'il a fini sa scolarité, sur son projet de fin d'études, il dit c'est ces choses-là qui m'intéressent. C'est ça que je mets en valeur sur le projet de fin d'études, qu'il soit jeux vidéo ou effets spéciaux ou animation. Et du coup, vous pouvez enlever les logos des films de fin d'études, vous ne saurez pas que ça vient de Méliès, parce qu'il y a tellement de diversité. Et c'est en laissant cette liberté aux jeunes qui vont pouvoir trouver leur chemin et de pouvoir construire des images. Alors après, c'est vrai qu'ils vont dans des boîtes où on ne va pas leur demander leur avis, des fois. Où ils vont être dans une chaîne de fabrication, mais ça c'est pour commencer. Mais ils auront eu, je pense, une vision globale de toute la chaîne de fabrication qui leur permettra de prendre des fois le leader, la supervision des choses plus tard dans leur carrière. Parce qu'ils ont eu cette vision globale. Et toujours cette connexion à cette tradition et à ce vivant, quoi. Voilà. Ouais, tu cherches pas du tout à les formater. Le but, c'est de leur laisser le champ des possibles, leur laisser la possibilité de tester, de trouver ce qui leur correspond. En les professionnalisant, par contre. En les professionnalisant. Ça, c'est... Il y a du concret, ça reste des métiers derrière de l'image où on leur donne le choix. Tu as donné un gros mot là dans ta réponse en disant que le but, c'est de révéler la créativité qui était en eux. Comment tu développes... Dans ce monde-là Comment ? Dans le monde dans lequel on vit. Ouais, exactement. Et comment tu l'éveilles, comment tu la développes, comment tu la fais peut-être renaître chez certains pour que progressivement, je sais pas, ils la développent, mais aussi ils se l'accaparent, ils l'enrichissent, ils la nourrissent et que ça les quitte ensuite plus jamais. En tout cas, ils continuent de l'entretenir. C'est aussi la ferveur et l'engouement à plus de 100 intervenants de l'école, qui soient professionnels ou professeurs d'histoire de l'art ou professeurs d'analyse filmique ou tout ça, qui vont chacun leur donner une preuve de leur vie professionnelle et pour la plupart continuer professionnellement à travailler. Et donc en fait, tous ces professionnels vont aller chercher au fond d'eux ce qu'on appelle leur musée imaginaire. Et en fait, le propre du musée imaginaire, je peux m'arrêter un petit peu là-dessus parce que ça va avec la créativité, c'est de savoir où se positionner dans la société. Quel est notre chemin ? On est tous faits pour faire quelque chose dans la vie. On est tous faits pour trouver, pour faire des choses, pour créer même. J'irai jusqu'à là. On n'est pas fait pour être dans une chaîne de fabrication à vitam aeternam. On est fait pour créer. Tout être humain. La créativité tombe pas du ciel. La créativité se cultive. Et cultiver la créativité, il y a des méthodes pour le faire. Par exemple, conceptualiser au fond de nous ce qu'on appelle le musée imaginaire. Alors Malraux l'explique, il a fait un petit bouquin, Malraux là-dessus, André Malraux, sur le musée imaginaire. Donc il y en a d'autres qui l'ont fait, mais Malraux l'a fait plutôt bien. En gros, c'est quoi le musée imaginaire ? C'est tout ce qui nous a émus dans notre vie, toutes les rencontres qu'on a fait, tous les tableaux devant lesquels on est tombé, on s'est dit « Waouh ! Ah ouais, d'accord.
c'est qui ça? Qui c'est ce mec-là? Qui c'est qui a fait ça? Le nom, le prénom, la date, les époques, tout ça. Et je vais chercher, et par curiosité, leur apprendre à cultiver ce musée imaginaire. En fait, le musée imaginaire, c'est l'inverse du jardin secret. Le jardin secret, ce fameux carnet qu'on ferme à double clé et qu'on met sous l'oreiller, ça, on le garde pour nous, c'est nos secrets à nous. Mais le musée imaginaire, c'est l'inverse. Le musée imaginaire, on va cultiver ça et on va le donner à l'autre. Par exemple, entre copains, dans les discussions qu'on essaye d'avoir avec les étudiantes, c'est de se dire, discutez de sujets qui vous passionnent. Si vous êtes dans une école de cinéma, d'animation, de jeux vidéo, d'effets visuels ou d'images en général, vous allez parler d'images, vous allez parler des images que vous aimez chacun mutuellement. Et vous allez découvrir en regardant et en découvrant le musée imaginaire de votre collègue, de votre ami, ce que vous n'auriez pas été voir de vous-même. Le dernier manga sorti, voilà, tu l'as pas lu, mais moi je vais te le raconter. Mais quand tu le racontes, le manga, ou quand tu racontes le film que tu préfères, mais tu le connais sous tous les angles. Ouais. Moi je sais que je peux vous parler de La Vita è belle de Roberto Benigni sous tous ses angles. Et de la vie de Roberto Benigni, et de qui il est, et de pourquoi il a fait ce film et tout. Parce que je me suis intéressé et j'ai été en curiosité pour cultiver mon musée imaginaire, inconsciemment à l'époque, où j'allais chercher tout ce qui me plaisait. Et moi je le faisais dans un Moleskine, un carnet où je copiais, je découpais des photos dans des journaux, je mettais des textes, des recettes de cuisine. Voilà, c'est ça le musée imaginaire, c'est tout ce qui nous a émus, tout ce qui nous touche en fait profondément. Ouais, et là, ça. du coup, on n'est plus dans la dimension j'aime ou j'aime pas, on est dans cette curiosité de métier où on va aller chercher qui a fait quoi. Et c'est ça que j'essaye de leur donner pour qu'ils se cultivent et du coup, par ce genre de choses, donc l'observation, on a parlé du vivant tout à l'heure, mais en fait aussi on peut parler de l'observation des maîtres, ceux qui ont fait avant nous. Les maîtres, c'est pas que Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Ceux-là comptent beaucoup, Caravage, ils comptent énormément. Mais c'est aussi des vivants qui sont à côté de nous, qui ont fait de la BD, qui ont fait de l'animation, qui ont fait plein de choses, qui ont fait de l'illustration et de qui on va aller s'inspirer. Donc c'est ça les maîtres, en fait, c'est ceux qui ont fait avant nous, de qui on va s'inspirer et puis composer. Je pense plus précisément à des gens qui sont vivants encore, les frères Brizzi, qui ont été les réalisateurs de Tarzan, de Bossu Notre-Dame, tout ça, et qui aujourd'hui font de la bande dessinée. Mais si on montre pas ça aux jeunes qui font des images aujourd'hui, on montre rien. On montre rien. Il faut créer des lieux en fait où on peut faire que chacun puisse parler de son musée imaginaire et chacun puisse échanger sur ce musée imaginaire. Moi, j'ai un petit jardin secret. Alors, je vais vous en parler quand même. C'est un jardin secret, mais celui-là, je vous en parle quand même. C'est à Paris, j'ai un lieu où je peux retrouver plein de dessinateurs en même temps, à des moments clés dans l'année. C'est la galerie Maguen. Je ne sais pas si vous connaissez cette galerie, mais elle est extraordinaire parce qu'il y a des grands classeurs avec les originaux des dessinateurs de bande dessinée, des illustrateurs et tout ça. Et là, je fais des rencontres extraordinaires. Il y a un mec magique là qui gère la galerie qui s'appelle Olivier, qui est un fou furieux, qui adore les auteurs, qui adore parler avec eux, qui adore échanger avec eux, qui est un vrai gourmand et qui a un musée imaginaire extraordinaire. Et où là, on fait des échanges et on fait venir les jeunes aussi, ces jeunes là-bas à la galerie pour voir les originaux. On peut voir des originaux, quoi. C'est mieux qu'un musée. Non, tu vois encore tous les dessins de construction sous l'encre. Enfin, c'est assez. Il y en a un autre aussi, au-delà de la galerie Maguen, qui est plutôt pas mal, et qui est le musée Gustave Moreau, qui était un des professeurs de dessin de Georges Méliès. Vous voyez la liaison de Méliès, il vient de la peinture, il faisait ses propres décors et tout ça. Donc. Et le musée Gustave Moreau, il est extraordinaire. Pour différentes raisons. Déjà, il est magique d'un point de vue architectural. C'était l'atelier. Dans les murs, il y a plein de boiseries. Et vous ouvrez les boiseries et vous avez les dessins originaux de Gustave Moreau ou de ses élèves. Alors, j'ai pas trouvé de dessin de Méliès dans les murs de Gustave Moreau. T'as cherché pourtant, j'ai cherché. Et on amène aux étudiants pour copier les dessins des maîtres chez Gustave Moreau. Et il avait aussi une vitrine qui a dû être enlevée, qui a été mise à la cave parce que c'était des cires. Et Gustave Moreau travaillait en volume avant de faire ses tableaux. Okay. Alors, c'est un peintre symboliste, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui a fait date et qui a vraiment construit des belles géométries dans ses tableaux. Et il travaillait ça avec des poupées en cire qu'il fabriquait, très schématiques. Il n'y avait pas d'anatomie dessus, très, très, très schématique, pas plus grande que ça. Et puis il les mettait en scène avant de faire son tableau. Donc il travaillait en volume pour se rendre compte du volume avant de les transcrire en images à plat, ses peintures ou ses gravures. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les deux lieux où on peut voir des choses, des dessins originaux. Voilà. Et ça fait partie de mon musée imaginaire. Je vous donnais ça en exemple pour témoigner de ce qui, moi, me nourrit, en fait, par rapport à ça. Au Louvre, pareil. Et ça, je vous invite à tous ceux qui ont des enfants de faire ce test. On a
on a la Joconde. On pense Louvre, on pense Joconde, on pense Victoire de Samothrace, on pense voilà tout ça. Moi, je fais l'inverse et je vais voir tout ce qu'en fait les gens ne. Et je prends des enfants de 3 ans très rapidement et je les amène au Louvre. Je les mets sur mes épaules ou je les mets par terre et je les laisse œuvrer et je les regarde. Je parle très peu. Et je les vois où ils vont. Donc, à la Mésopotamie, par exemple, au sous-sol, c'est formidable parce que les taureaux ailés de la Mésopotamie, c'est juste extraordinaire. Le gamin, il est en bas, il regarde ça, il fait là, la bouche ouverte, il est stupéfait. Et là, vous le touchez au cœur, le gamin. Vous lui donnez un repère spatial, dimension extraordinaire, d'une époque extraordinaire, où là, après, vous pouvez lui parler de cette époque. Et après, je l'amène dans des choses plus concrètes, des tableaux. Et là, bien évidemment, j'amène à la Joconde. Et devant la Joconde, systématiquement, très rarement, il y a peu de gens, mais là, il y a toujours une foule avec un post-it sur un mur. J'adore la Joconde, j'adore la technique de Léonard et Léonard lui-même, ce que j'ai appelé un de mes fils Léonard. Donc, je suis vraiment focus sur Léonard et sur sa vie, passionné. Mais ce n'est pas une critique négative, ce que je fais, c'est juste une critique. C'est qu'il y a plein de gens devant et on ne peut pas la voir, la Joconde, correctement. Elle est devant des vitres, blindées et tout ça. Voilà. Et puis le sfumato, vous ne pouvez pas vous en rendre compte vraiment de cette technique qu'il a utilisée de sfumato pour pouvoir mettre ce relief avant de créer du relief avec des lunettes. C'est bien lui qui l'invente, le relief, quand même. Et puis, et de là, les gamins, hop, voilà, ils voient pas. Ah, je vois pas, papa, la Joconde, je vois pas. Et puis, hop, je le mets sur les épaules. Je dis, ah, je vois. Et il s'intéresse pas en fait. Il est tout de suite à regarder ailleurs. Et je lui dis, je leur pose partage. Je lui dis, maintenant, tu te retournes complètement. Et vous retournez, quand vous mettez dos à la Joconde, et vous avez face à vous une scène extraordinaire de composition picturale, époustouflante. Et obligatoirement, tous les gamins, ils se posent par terre, ils s'assoient. Et ils regardent. Ils sont là. Ça, c'est. Voilà, éveiller la curiosité dès le plus jeune âge aux enfants ou aux plus grands. Même ça, on peut faire des expériences avec les grands, mais les enfants, ils ont encore leur regard d'enfant. Ouais. Et si j'ai bien appris une chose, c'est d'essayer toute notre vie de retrouver ce regard d'enfant en tant que créatif, en tant que dessinateur. Parce que on est trop déformé par la vie. On est trop déformé par les médias. On est trop déformé par ce monde qui veut nous imposer quelque chose. En fait, qui veut nous imposer de rentrer dans des cases. En fait, avec l'école Méliès, je fais complètement l'inverse. J'essaye de laisser cette liberté aux jeunes, de se découvrir pour ce qu'ils sont, avec leur vécu. Donc, ils arrivent après le bac, en général. Donc, ils ont déjà 18 ans environ, en moyenne, pour redécouvrir leur âme d'enfant qu'ils ont des fois perdue. Et pour des fois pas. Et on est agréablement surpris quand certains jeunes arrivent à 18 ans avec la banane jusqu'à là en disant ah ouais super, je peux faire quoi, là, ça, et qui restent jusqu'à minuit parce que l'école elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui se mettent à faire des sculptures énormes comme la Bête ou le Peter Pan qu'ils ont fait. Moi je suis stupéfait parce que après c'est eux qui dirigent l'école, c'est l'élève qui dirige l'école, c'est l'élève qui fait des propositions pour aller plus loin. Donc si eux ils sont au rendez-vous, du coup en fait c'est du gâteau pour les profs parce que les profs ils donnent, transmettent. Tous les pros, ils donnent. Et ils sont contents de revenir parce qu'il y a des élèves en face qui ont une certaine forme de liberté en eux, de créativité. Vous voyez, le principe, c'est... qui le reçoivent à 100% et qui ne sont pas à être très indifférents et à pas apprécier en fait, la valeur qu'il leur est transmise à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ah, des fois, il y en a qui s'en aperçoivent après être sortis, 5-6 ans. Ils disent, oh, j'ai loupé le cours de sculpture de terre à modeler, est-ce que je peux revenir? Je dis, il y a des cours du soir, tu peux venir. Et c'est ça qui est formidable. D'après toi, il y a une autre manière de retrouver son regard d'enfant qu'à travers ce musée imaginaire, ou il y a d'autres manières, d'autres biais de le cultiver, de se reconnecter avec ce regard qu'on avait quand on était plus petit? Comment tu fais, toi? Je suis moins cool. Ouais, je te fais parler. Hein. T'as bien raison. Moi, j'adore échanger et transmettre tout ça, mais c'est... Alors moi, j'ai une autre façon de faire aussi, qui est issue encore une fois du compagnonnage. Une fois qu'on a fini notre Tour de France, donc le Tour de France, c'est de passer, ce que je n'ai pas fait moi, ce que j'ai pas fini, c'est de passer par les Cayennes de France. Donc une Cayenne, c'est une maison de compagnons. Et on te propose dans ta vie de compagnon de clôturer d'une certaine manière en fait tout ce chemin-là, ce cheminement qui est autant intérieur que extérieur, et qui est de faire le pèlerinage de Compostelle. Alors, moi, j'ai une manière de me reconnecter au vivant qui est, une fois par an, de partir 7 jours, en espérant un jour le faire d'une traite, ça serait fabuleux, de faire ce pèlerinage, de partir du Puy-en-Velay, c'est là où je suis parti, et de faire ce cheminement. Voilà. En fait, c'est tout simplement pour, d'une autre manière, au-delà de l'excitation de voir une œuvre d'art,
et de se nourrir de cette œuvre d'art ou de se nourrir du vivant, comme se nourrir du vivant, en fait, c'est à peu près la même chose, c'est de recalmer, de se remettre au calme. Et c'est que dans le calme qu'on peut faire se révéler des choses. Et pour moi, de marcher pendant des heures et des heures, c'est entre 25 et 30 km par jour en moyenne. Il y a des gens qui font 15, des gens qui font 20, des gens qui font 40. Moi, je fais entre 25 et 30 km, parce que je le fais avec mes enfants en plus, donc j'y vais cool. Et ça fait 6 ans en fait que j'ai trouvé un calme et un apaisement pour trouver les réponses à mes questions. Et trouver la réponse à ces questions-là, on ne pouvait pas le faire dans la tourmente de la vie d'aujourd'hui, de ce qu'on vit, parisienne par exemple. C'est pas possible. On peut pas. On n'y arrive pas. On dit qu'on met dans des tiroirs et qu'on classe et puis qu'on verra ça plus tard. Mais on peut pas faire ça. Parce qu'arrive un moment, on déborde. Et quand on déborde, ça déborde et ça s'appelle des burn-out. Ça s'appelle ras la casquette, ça s'appelle ras le. C'est des récipients tout ça, ras les pompes. Et quand le récipient est plein, eh ben on peut plus rien faire, on peut plus remettre quelque chose dedans. Comment faut faire pour pouvoir vider notre sac? C'est encore un récipient le sac. Toutes ces expressions ont du sens. Bah moi j'ai trouvé plusieurs réponses. Un, c'est la transmission, c'est digérer sa connaissance, c'est de se donner à l'autre. Donc tout ce qu'on a, on le donne. Et à ce moment-là, quand on le donne, c'est l'acte pédagogique. On vide sa coupe. On est une coupe en fait, parce qu'elle est pleine, donc on ne peut plus en remettre. Et là, si on la vide, on doit aller à l'essentiel pour donner aux jeunes. On ne peut pas passer par 40 000 chemins. On doit aller leur donner. Et donc, ça nous aide à nous à vider notre coupe, à vider notre sac, pour pouvoir faire de la place en nous. Et aller à l'essentiel, il faut entendre dans l'essentiel l'essence du ciel. C'est pas la matière. C'est tout ce qui peut nous venir d'ailleurs, des autres. En fait, le ciel, c'est les autres. C'est le tout, c'est la nature, c'est le vivant. Pour pouvoir en fait faire de la place. Voilà. Et tout ce qui ne nous sert pas, on le vire. Voilà. Et du coup, on a de nouveau de la place dans notre coupe. Donc ça, c'est la transmission, c'est l'acte pédagogique. Donc c'est comme une huile essentielle en fait. C'est pour redonner une autre image. C'est faire une huile essentielle, c'est un volume de lavande d'1 mètre cube. On fait un petit pot comme ça d'huile essentielle. C'est pareil, c'est la même image, c'est la même chose. Et quand on transmet, c'est ce qu'on fait en fait. On va lâcher, et ce qui nous permet d'aller plus loin encore après. L'acte de faire ce cheminement, du coup, avec son corps complet dans sa globalité et d'être en mouvement dans la vie, c'est encore autre chose. Ça vient compléter cette transmission, mais c'est de se retrouver avec soi-même et de se retrouver au milieu du vivant. Parce que le pèlerinage, entre autres de Compostelle, on peut faire plein de pèlerinages, c'est pas forcément que celui-ci. Ça peut être un pèlerinage qui est complètement déconnecté de la chrétienté, c'est pas forcément ça, mais c'est de marcher en pleine nature, dans le vivant, dans la vraie vie, qui est important de le faire. Moi, personnellement, je le fais aussi pour ma foi. Je ne le fais pas que pour ma démarche de métier. Donc, et c'est là où j'y trouve un apaisement, un calme, et où j'arrive à digérer tout ce que j'ai à digérer de l'année, pour pouvoir me retrouver avec moi-même, quoi. C'est ça, en fait, les choses. Et là, ces choses-là se prononcent, et avec le temps, de plus en plus, ça devient un passage obligatoire, comme si on doit manger. Moi, pour vivre, on doit manger, il paraît. Voilà. Il y en a qui font des jeûnes, mais ça marche. Mais voilà. Et bah moi, je fais ce cheminement. Alors, tant dans la transmission que dans ce marché, de se mettre en mouvement dans ce pèlerinage, quoi. Voilà. Tu te reconnectes en essayant d'enlever le superflu, mais en même temps en essayant de reprendre la maîtrise de ton temps. De l'enfant qui est en moi. Ouais. Et te reconnecter du coup à toi grâce à ce vide que tu crées pour vraiment te retrouver et revenir un peu plus au centre, voilà. et au cœur de qui tu es, pour repartir bien plus en accord avec toi, tout simplement. C'est ça. Ouais. Ça a à voir avec la méditation ou la prière. Voilà. Se retrouver avec soi-même, c'est faire le calme du brouhaha qu'on a autour de nous. En fait. Ralentir pour se recentrer tu as dit le mot, la maîtrise. Ralentir. On vit dans un monde qui est hyper accéléré. Tous les films qu'on nous fout dans le nez, c'est des films qui vont à 400 à l'heure. Comment faire pour que ces jeunes générations qui vivent et qui naissent avec ça puissent retrouver leur enfant intérieur? C'est le gros défi qu'on se donne à l'école Méliès. On reprend le temps. Donc les techniques traditionnelles te permettent de reprendre le temps. Tu peux pas faire à 400 à l'heure, là, comme dans un logiciel 3D, tout ça. Tu peux pas faire à 400 à l'heure. Voir un film
comme J'ai perdu mon corps. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Non, un film extraordinaire de Jérémy Clapin, qui a été au César, qui a été sélectionné aux Oscars, et qui est extraordinaire. Je vous invite vraiment à le voir, c'est vraiment un film magnifique. Jérémy, en fait, lui, il a fait un film qui est apaisant. Et qui parle de la vraie vie. Je vais pas vous délivrer le film parce qu'il faut vraiment le voir. Je t'en remercie. Parce que c'est une clé. Et ça fait partie du coup des films, autant que le Tombeau des Lucioles de Takahata, qui font partie de mon musée imaginaire. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc ce chef-d'œuvre qui a été construit à notre époque nous permet de redonner l'envie à des jeunes de voir des films cool, zen, de reposer ses valises et de se dire waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien. Qu'est-ce que ça me fait du bien de reprendre le temps? Qu'est-ce que ça me fait du bien de me poser et de respirer et de pouvoir le partager, ça, en fait. Dire, vous avez vu, on est mieux là dans le calme que dans l'excitation de la fournaise parisienne avec les masques sur la tête. C'est fou le monde dans lequel on vit. Il faut retrouver ces petits havres de paix et créer ces endroits d'apaisement. En fait, le bâtiment, c'est ça que j'ai essayé de faire, ce nouveau bâtiment. Au-delà du château Méliès, j'ai essayé de retrouver un état d'esprit que Méliès avait créé à Montreuil, parce qu'il avait créé donc la première société au monde de cinéma, qui était la Star Film, sous des serres. On le voit dans Hugo Cabret, le film de Martin Scorsese. Très bien. Ils ont reconstruit tout en images de synthèse ces choses-là. Et ce bâtiment, c'était ça, en fait. C'était de recréer ce havre de paix, où il y a de la lumière qui rentre jour et nuit. C'est des serres. Et où on va essayer d'élever, de cultiver en fait les élèves à l'intérieur, tu vois, c'est mignon comme métaphore. Pratiquer. Ouais, mais c'est volontaire, hein, je l'ai fait exprès. Hein. Et avec cet architecte Sébastien Loiseau qui nous a permis en fait, déjà qui m'a écouté et qui a écouté comment on allait vivre ce bâtiment avant même qu'il soit construit. Ça, c'est une grande intelligence de par un architecte, toi qui travailles avec des architectes, de pouvoir écouter les gens qui vont pratiquer le bâtiment. Et c'était vraiment époustouflant parce que Sébastien là. Donc son entreprise s'appelle Basalt Architecture. Et ils ont toujours des projets comme ça, où ils vont voir les gens et ils parlent aux gens pour ce qu'ils sont. Et cette entente qu'on a eue entre Sébastien et moi pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de ces jeunes, on le voit aujourd'hui, et tu l'as vécu, tu le vois, la fournaise de ce matin pour le café, où tout le monde te dit bonjour, tout le monde travaille ensemble, parle ensemble, ces espaces de vie là qu'on a, ces grandes terrasses, qui permettent de respirer et de se retrouver de l'atelier Beaux-Arts première année jusqu'à la 4e année, où les profs, les élèves ensemble. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est l'histoire de la machine à café dans les boîtes américaines chez Pixar. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des espaces de vie où tous les gens de toute la classe de la société pouvaient venir parler, échanger, manger ensemble, faire un ping-pong, faire un baby-foot. Voilà, c'est pas anodin, c'est important. Et donc même la nuit, il y a de la lumière. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette, et c'est là ce petit havre de paix là, dans le parc Méliès que j'ai essayé de préserver, parce que le calme, il est là. À Orly, on n'est pas en plein Paname, on n'est pas, et c'est ça que les jeunes qui viennent ici aiment aussi. C'est ça qu'ils aiment vivre, en fait, cet apaisement-là, quoi. Voilà. Bah, c'est clair que si tu fais le pari de venir à Orly, c'est pas pour faire une copie en fait de tout ce qui existe à Paris. Tu prends un autre parti pris, tu l'assumes, c'est plus loin, c'est en banlieue, mais il y a plein d'autres à côté, y compris cet espace. On est banlieue, on est à 15 minutes avec le RERC. Alors c'est vrai que le RERC est chiant. Passer le RER blindé, tu retrouves le calme. Tu retrouves le calme, voilà. Et du coup, tu n'as pas les inconvénients d'être en province, parce qu'il y a des écoles qui sont plus en province, ou des sociétés de production. Tu es quand même à Paris. Oui. Tu es quand même à Paris, on va dans les musées dessiner. Tu peux facilement choper ton avion à côté. Oui. Voilà, il y a l'avion aussi. J'ai pas mal d'anciens qui prennent l'avion pour venir donner des cours. Hein. Okay. Des anciens qui travaillent à Marseille ou en Espagne, et puis qui prennent l'avion, qui arrivent à Orly, je vais les chercher à 5 minutes. Et ils viennent donner les cours après. Hein. C'est pratique. Hein. On n'a pas les nuisances de l'aéroport, ce qui est déjà pas mal. C'est les autres villes. Mais non, on garde ce havre de paix. Mais je pense que de toute façon, de plus en plus, il va falloir penser au lieu dans lequel on vit, quoi. Ouais. On peut plus vivre dans des lieux où ça bouillonne trop, où il y a trop de bruit, ou tout ça. On recherche, et tout le monde le voit avec les confinements qu'on a eu et qu'on a subis. On a bien vu les gens qui voulaient rester chez eux dans leur havre de paix qu'ils avaient créé chez eux, parce que ils voulaient pas être dans des bureaux où il y avait pas de lumière, ils voulaient pas être dans des bureaux où il y avait trop de bruit, où il y avait voilà.
Donc, du coup, on voit bien, ça a fait naître des choses, ces confinements. Ça a fait naître une envie des gens de peut-être d'aller vivre en province et puis de faire du boulot à distance. Alors moi, je suis pas trop pour ça, parce qu'en fait, ça les coupe quand même physiquement de ce qu'on est en train de faire. Donc on fait l'inverse. Là, on fait de faire un rendez-vous, un échange en vrai avec les gens, même si ça pourrait se faire par Skype. Ouais, mais en fait, je préfère cet échange-là, quoi. C'est Non, et puis comme tu dis, dans le lieu de vie, il y a vie. Et pour ça, il faut donner de l'espace et créer des lieux de rencontre pour que, tout simplement, les gens puissent lier des relations, se rencontrer. Et c'est pas juste au détour d'un couloir que tu crées cette rencontre. C'est juste des coups de vent et ça reste très superficiel. Pour ça, il faut donner de l'espace. De la respiration, de l'espace. Je vais rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a un petit peu dit jusqu'à présent. Qui étaient assez qui étaient des connaissances en réalité ou des connexions à soi qui ensuite allaient les aider les élèves en sortant de l'école et qui constituent un peu comme un bagage. On a parlé de la créativité, on a parlé de son musée imaginaire, de se reconnecter aussi à l'enfant qu'on a en soi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mettrais dans ce bagage et que tu as envie de la même manière de transmettre pour que ces jeunes adultes diplômés qui sortent de l'école continuent à toujours être en phase avec qui ils sont, mais aussi en phase avec l'industrie ou le métier qu'ils ont choisi? Eh ben, tu fais bien de parler de ça parce que effectivement, on ne peut pas dissocier, et ça c'est le propre de l'artisan. Dans la définition de l'artisan, on devrait mettre éprouver ses outils, être un certain expert dans la pratique de ces techniques qu'on propose. Et l'expertise, elle vient avec la pratique. Alors, je prends l'exemple du coup de l'image de synthèse. Vas-y. Quand on est dans un logiciel d'image de synthèse, quel que soit le logiciel d'image de synthèse, on a quand même une barrière de la technologie à apprendre pour après mieux l'oublier. Si on est passé par les techniques traditionnelles, on a déjà une facilité à comprendre ce qu'on va faire, ce qu'on va reproduire en image de synthèse. Tu sais où ça, tu vas. On sait où on va. C'est déjà pas mal. Bon, on sait d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller, quoi. Et en fait, pour transposer tout simplement ça à la pratique des logiciels, qui peuvent être très compliqués pour certains jeunes ou très faciles pour d'autres, on ne peut pas faire ces métiers dans les effets spéciaux ou le cinéma d'animation sans être un expert quand même de ces logiciels et de les avoir éprouvés, ces logiciels. Et ça, on a beau faire les rapports entre tradition ou numérique, ça c'est un discours qui est fondateur pour l'école. Mais je ne veux pas perdre de vue, et c'est les grands défis du futur, on est de plus en plus dans la technologie. On le voit avec les outils temps réel qui arrivent comme Unreal par exemple. À l'école, on a un training center Epic Games, donc le fabricant d'Unreal. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est les outils temps réel qui comptent. C'est les outils temps réel que les élèves vont pouvoir utiliser pour raconter des histoires encore plus vite ou poser des directions artistiques encore plus vite. Et si vous ne leur apprenez pas ça, ils vont sortir, ils vont être chômeurs. Ils n'auront pas cet excellent. Il faut avoir la tradition, mais aussi avec la technologie. Et dans la même école, et c'était ça qu'on a essayé de reproduire, c'est que l'élève qui fait de l'animation 2D fait aussi des technologies, travaille sur les technologies, comme de la motion capture par exemple, où on capture le mouvement d'acteur pour pouvoir le restituer sur une marionnette 3D, va faire des trucages temps réel, va faire du plateau virtuel à la Mandalorian, par exemple, les fonds LED, là, où on fait des... Et ça, si vous leur apprenez pas ces choses-là, le plus rapidement possible, dès l'école, en fait, ils vont sortir, ils seront pas à même de pouvoir répondre à des besoins de production, à des besoins de producteurs qui vont leur demander de mettre en exergue par ces logiciels-là leur tradition. La tradition sert à rien si on passe pas au numérique, si on passe pas aux nouvelles technologies. Du coup, tu te donnes la responsabilité de leur donner accès aux nouvelles technologies pour qu'en fait, ils ne soient pas en décalage, même si tu apportes une grande importance à la tradition comme point de départ pour qu'ils comprennent. L'un ne va pas sans l'autre. En fait. Ok. La question, c'est... les technologies évoluent tellement vite. Aujourd'hui, même si tu leur donnes accès en fait, à ces nouvelles technologies, à ces profs qui font de la production et qui vont pouvoir vraiment leur transmettre ce qui se fait aujourd'hui et pas avec 10 ans de décalage, après 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui fait que dans la valise que tu leur as donnée, ils tiennent encore la route? Et c'est pas, tu vois, ces connaissances-là, parce qu'à un moment, tu vois, c'est périssable ou en tout cas, c'est plus à la page. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans cette valise? Alors,
Il y a un triptyque parce que ça marche toujours par 3 les choses. Ok. Pourtant, on n'en a pas parlé de ça. C'est intéressant que tu me poses la question parce que tu me renvoies dans mes retranchements. Une des clés de l'école aussi et de son enseignement, c'est les méthodes de travail. Travailler avec les autres. On leur apprend dès la première année à faire des projets en commun ensemble. Il n'y a qu'en 3e année et encore où ils font un projet seul pour toute la chaîne de fabrication 3D. Mais sinon, que ce soit en stop motion, soit en prise de vue réelle, que ça soit en animation 2D traditionnelle, que ça soit avec de la motion capture, que ça soit avec de l'image de synthèse, ils vont faire des projets en commun. Et ça, tu es obligé de leur enseigner des méthodes de travail pour travailler ensemble. Ok. Que ça soit pour faire naître une histoire, le Headscape par exemple, c'est une des méthodes enseignées à l'école, ou d'autres méthodes qui vont leur permettre de travailler ensemble, de travailler avec une arborescence très propre pour classifier ces fichiers. C'est bête, mais c'est des méthodes qui sont fondamentales. Quand un jeune arrive en entreprise et sait classer ses fichiers selon l'arborescence que la boîte lui a demandé et qui parle le même langage que le dire de prod qui est en face, mais ça fait gagner un temps monstre. Monstre. Alors je vais vous citer une autre clé par rapport à tout ça, qui ont à voir avec les méthodes et qui a à voir avec cette transversalité d'enseignement qu'il y a à l'école. Déjà à l'époque, il y a plus de 10 ans, on avait cette force et cette reconnaissance du milieu professionnel de former des jeunes, et tu en as interviewé un, entre autres, qui est Fabien Novak, et Louis Manjares. Je veux les citer tous les deux parce que c'est ces deux qui ont fait carrière, qui bossent super, hein, qui ont un boulot et qui s'épanouissent dans le travail de ce qu'ils font. Pourquoi je les cite? Parce qu'un jour, ils sont embauchés chez Ubisoft, et ils sont embauchés pour faire des FX 3D dans le truc. Oui, il en parle très bien. Il en parle voilà, Et un jour, ils se trouvent autour d'une table avec... Et c'est les gens... C'est pas eux qui m'en parlent, hein, les anciens élèves. On en a parlé après, bien sûr. Mais c'est une des recruteuses, Audrey, qui m'avait raconté cette histoire. Et ils se retrouvent autour de la table. La recruteuse était là au moment. Il y avait le chef opérateur et tout ça pour parler d'une scène en particulier dans un jeu ou dans une cinématique, je sais plus trop. Et où ils parlaient des FX. Et eux disent dans la discussion, et ils savaient pas qu'il y avait le chef-op qui était là. Ouais. Mais ça peut pas marcher parce que l'éclairage que vous avez mis pour faire les FX ne peuvent pas se voir tel que vous nous l'avez demandé, parce que la lumière ne répond pas en fait aux éclairages qui vont être nécessaires pour mettre en valeur les FX tels que vous le voulez. Et là, il y a un calme plat sur tu sais, comme dans le désert, dans les westerns, avec la boule qui tourne comme ça dans la table, un silence de mort. Sauf que le chef-op était là, et à la fin de la discussion, un des patrons d'Ubi qui était là autour de la table dit: mais c'est qui les deux jeunes qui se sont permis de casser le chef-op? Alors la personne dit: mais non, mais ils savaient pas déjà que le chef-op était là, et puis de toute façon, s'ils peuvent pas faire leur travail parce que la direction photo ou l'éclairage de la scène fonctionne pas, ils sont obligés de le dire. Et ils viennent d'où? Ils viennent de quelle école? Ils viennent de Méliès. Ok, depuis le temps, on a 4, 5, 6 personnes au jury de Méliès qui viennent parce qu'il y a eu cette reconnaissance-là. Vous voyez, cette synthèse, pourquoi je parle de ça? Parce que ils n'auraient pas pu faire ce genre de remarques si on leur avait pas appris à analyser une lumière dans un tableau de maître ou dans une scène de film. Oui, parce que dans l'image de synthèse, on parle exactement des mêmes choses. Donc cette synthèse et cette progression, c'est des méthodes de travail qui sont obligatoires, et avant de poser une histoire, on va aller rechercher des éclairages qui nous intéressent, des styles d'animation qui nous intéressent, et dans le Headscape, tout ça est révélé en pré-production. Avant même de concevoir les personnages, avant même de concevoir un scénario, avant même de concevoir, on va rechercher ce qui a été fait par les autres avant. Et on va aller s'inspirer de choses. Dans tel film, cet éclairage-là m'intéresse. Voilà. Alors, m'intéresse pourquoi? Parce que ça va répondre aux besoins que j'ai dans mon scénario, d'éclairer à tel moment de la journée ma scène. C'est une réflexion qui est enseignée à Méliès. Et c'est une des forces de frappe des étudiants qui sortent de l'école, chacun pour leur domaine d'activité, pour répondre à ces besoins-là. Quand vous avez un directeur, je le fais, donc là on l'a fait sur l'image, je le fais sur l'animation de personnages par exemple. Donnez vie à une marionnette, qu'elle soit en dessin animé, 24 dessins pour une seconde animation, en stop motion, en animation 3D avec une marionnette en 3D, en motion capture. Dans tous les cas, on parle d'acting. Dans tous les cas, on va parler de la vie et de la caractérisation de l'animation qu'on va mettre dans la marionnette. Donc il y a bien un choix de caractérisation à faire avant même de se mettre à animer. Sinon, donc là, aller chercher la référence, ou inventer cette référence, ou la donner cette référence. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cartoon? Est-ce que c'est une anime dans Mary Poppins et une anime dans qu'est-ce que je pourrais donner ou dans un Pixar? C'est pas la même chose. C'est pas on n'est pas du tout dans le même registre, ou dans Spider-Verse par exemple. Vous voyez, j'ai pris 3 trucs très, très écartés. Ou dans un film du studio Leica en stop motion.
l'animation, le style d'animation, la caractérisation n'est pas la même. Par contre, les principes de base sont les mêmes. Et bien là, à ce moment-là, la référence doit être donnée par l'élève sur son film de fin d'études, par exemple, ou sur les progressions. Quand il est en production et qu'il a un directeur d'animation autour de lui, au-dessus de lui, qui lui dit la caractérisation du film, c'est ça, et qui leur donne la référence. Le jeune, il doit être en mesure de comprendre la référence qui va être donnée. Si vous ne l'avez pas donnée avant, il va falloir qu'il découvre en production. Et là, c'est pas très avantageux pour l'entreprise, parce qu'il va devoir encore continuer à avoir, qui pour moi font partie des vrais fondamentaux de l'animation de personnages, ce registre. Samy en parle beaucoup dans sa vidéo, ce ressenti du vivant qu'il a au fond de lui quand il doit animer ou qu'il doit donner l'intention de vie à la marionnette. On ne peut pas passer au-delà de ça. Voilà encore un cheminement et une méthodologie de travail qu'on leur donne pour répondre à ta question. Oui, la méthode est très importante. Au-delà de la technologie, au-delà de la tradition, ces méthodes de travail, cette vision de production concrète où il faut avancer, il faut faire des minutes d'animation, où il faut faire des films dans un temps donné parce que la prod, voilà, ça coûte cher et tout ça. Et donc ça, c'est très l'été professionnel, on le donne par ces professionnels qui viennent enseigner et on a mis petit peu à petit peu avec ces professionnels ces méthodes en place. Je pense entre autres à Christophe Villès qui a fait une longue carrière dans le développement dans le dev artistique de production, dans le storyboard, dans la direction d'animation et qui enseigne aujourd'hui en tant que permanent à l'école et qui a donné ces méthodes de travail avec d'autres intervenants pour pouvoir faire le saut de qualitatif en termes d'être humain professionnel, donc un artisan qui comprend toute la chaîne de fabrication et qui va arriver à un moment se positionner sur un truc, mais il aura cette vision de toute la chaîne de fabrication. Donc la méthode est fondamentale. Voilà. Et puis la méthode, elle va rester, qu'importe les productions, qu'importe les logiciels. Et voilà. C'est les logiciels peuvent changer, les méthodes. Elles peuvent évoluer, elles peuvent avancer. Avant, on faisait du storyboard, on fait toujours du storyboard, et pourtant, on fait de la préviste en réel. On cale notre focale, on cale notre façon de composer, de raconter une histoire. On peut le faire dans un environnement 3D complet, et on aura plus de visibilité qu'avec un storyboard. Pourtant, on a toujours gardé la méthode du storyboard inventée par Walt Disney. Et ça, c'est des choses qui ne bougent pas, qui sont importantes pour se faire comprendre sur toute la chaîne de fabrication. Ce sont des méthodes, des techniques, des métiers qui sont incontournables. Là, en parlant du storyboard et de la prévise, pour moi, on parle de narration, on parle de cinématographie, on parle de poser un cadre, on parle de narration, de mouvement, de mise en scène, de cadre, de composition d'image. Oui, on est là-dedans. Donc c'est bien des méthodes, c'est bien des façons de travailler. Voilà. Je vais m'éloigner un petit peu du sujet et tu vas me dire ce que tu en penses, parce que tu en vois passer beaucoup des élèves et des jeunes à l'école, et encore plus depuis toutes ces années. Tu crois à ceux qui naissent avec un talent ou pas, parce qu'on entend des fois certains parents qui disent mais mon enfant c'est vachement bien dessiné, il a un talent de fou, ou certains au contraire qui croient avoir je sais pas, qui ont un peu le melon et qui pensent avoir un don. Tu crois que le talent ça se cultive? Est-ce qu'en réalité il n'y a pas de talent et que c'est que du travail et c'est une sensibilité personnelle qu'il faut travailler pour peut-être faire naître une spécificité et une identité à travers chacun des travaux? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Tu n'étais pas au courant de cette question? Moi, si, complètement. Si, je suis au point mais je réfléchis de quelle sorte je vais pouvoir t'expliquer les choses parce que je l'ai tourné dans cette question dans tous les sens. Attends, je vais peut-être la contextualiser un petit peu. Oui. En fait, j'ai pu interviewer pas mal de gens qui sont très talentueux, mais tu vois, c'est une expression qui des fois est un peu, je trouve, moi, ça me gêne beaucoup. Oui, un peu mal tournée. Et quelque part, quand aujourd'hui on témoigne ou ils témoignent de leurs travaux, de leur travail. T'as seulement, pas le point d'arrivée, mais un point qui est très avancé. Et personne ne revoit ou ne les voit au tout début, où en réalité, c'est des années auparavant. Et certains peuvent, un peu par manque de confiance ou en se disant, mais je pars tellement de loin. Ou mal guidé. Ouais. Se dire, mais je suis incapable de faire ce que ce mec ou cette nana fait. Je ne dois pas avoir le même talent que lui ou elle. Alors, je vais répondre à ta question. Vas-y. Mais je vais répondre à la question des parents que tu viens de citer au début. Parce que ça, c'est super important. Non, vos enfants n'ont pas la science infuse et sont pas nés en sachant tout faire et machin. Non, c'est pas possible. Vous les avez éveillés à quelque chose. Non, je ne crois pas au talent sans travailler. Je ne crois pas qu'un jeune sache dessiner vers les 20 ans. Par contre, je sais
qu'un enfant, dès qu'il naît, et c'est la vie qui va le déformer et qui va lui désapprendre à dessiner, sait dessiner et sait reproduire le vivant. Parce que pour moi, dessiner, c'est reproduire le vivant dans un premier temps. Je ne parle pas de dessin de création. Je parle se mettre à dessiner, à faire des choses. À dessiner ou à faire de la sculpture. Si vous voulez donner de la pâte à modeler à votre enfant, il va faire des choses. Mais il ne faut pas lui dire c'est bien ou c'est pas bien. Il faut le laisser faire. Il faut lui laisser des feuilles. Il faut lui laisser des crayons. Et il ne faut surtout pas lui dire c'est bien mon fils, c'est extraordinaire. Sinon là, vous le perdez. Parce qu'il va voir que c'est des conneries ce que vous lui racontez arrive un moment. Il va voir, il va tomber sur une BD de Franquin, et il va dire pourquoi ma mère elle m'a dit que je dessinais super bien, alors Franquin lui dessine super bien, elle m'a menti. Et là vous le perdez. Non mais c'est pas anodin ce que je dis, c'est vraiment très important, parce que je l'ai vraiment étudié la question, de part pour mes enfants, mais aussi pour mes grands-enfants, mes élèves. Et ça, je pense qu'il faut découdre certaines choses, parce qu'on les prend trop tard, on les prend au bac. Moi je rêverais de monter une école avant le bac, la grande école du dessin. Je vois pas pourquoi on a nos conservatoires de musique. En France, on a préservé ça, et on n'a pas préservé nos conservatoires de dessin, de musique, et tout, de dessin, et de peinture, de sculpture et tout ça. On l'a plus, ça. Donc ça serait mon rêve, de les prendre le plus tôt possible. Mais, pour répondre à la question plus profonde, ça ne tombe pas de nulle part, en fait, qu'on sait dessiner ou qu'on sait observer. Savoir dessiner, c'est savoir observer, c'est savoir analyser. C'est que ou le jeune, ou l'enfant, on lui a laissé ce temps de le faire, et bien évidemment, on lui a pas mis un smartphone dans les mains ou un ordinateur dans les mains, ou une console de jeu, bah oui. Parce que si vous lui donnez ça, il n'aura pas cette curiosité, il se laissera porter par ce qu'on lui raconte, sur le téléphone, ou sur les réseaux sociaux, ou sur tout ça. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, hein, tout ça. Hein. Les réseaux sociaux, tout ça, ça peut être bien. Mais faites-le le plus tard possible. Vers 12 ans, vers 15 ans, si vous arrivez à tenir avec tous les copains autour qui ont les smartphones. 12 ans, c'est pas mal. C'est mon défi, c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon grand. Donc, mais par contre, faut lui laisser le temps de s'embêter un peu. Et le temps de s'embêter, avec des choses avec lui. Pas forcément des livres, des BD, des mangas, des choses qui vont plus le marquer à son âge, ou de l'amener au musée, ou de l'amener se balader en forêt, ou le laisser s'embêter aussi, ça peut être important, parce que c'est la respiration de s'embêter, c'est de découvrir autre chose, c'est voilà, de pas tout le temps être assoiffé de savoir et tout ça. Faut pas trop non plus faire ça, faut pas trop lui en mettre. On peut dire le théâtre aussi, ouais, mais bon, c'est plus trop de mode de dire qu'on on emmène les enfants au théâtre. Mais en tout cas, de parler, si on voit un film, le voir avec lui, et d'en parler du film qu'il vient de voir. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'histoire qui était derrière le film qui est intéressant. C'est pas le fait de rester pendant 2 heures devant un film qui est intéressant. C'est le fait de, c'est quoi le chemin parcouru pendant ce film, c'est pas le résultat de fin. On a passé 2 heures de notre temps devant un écran. C'est d'en discuter et de réfléchir pendant 2-3 jours après. Et de revenir, mais tu te rappelles dans le film, il y a 3 jours avant, tu te rappelles? Et le gamin, hop, tu le réveilles, tu dis, ah ouais, putain, on a vu ce film-là. Pourquoi il me parle de ça, papa ou maman? Et donc, je dirais, oui, tout petit, dès qu'on est, on sait dessiner. On sait dessiner, on sait reproduire les choses. Instinctivement, les enfants à cet âge-là font d'eux-mêmes. À partir de quel moment ils arrêtent? C'est ça la question la plus importante. Ils arrêtent de rêver. Au moment où on leur dit, il faut grandir. C'est plus de ton âge. Tu vois, tous ces mots-là. C'est destructeur. C'est destructeur. On n'a pas le droit de sanctionner un enfant qui décide de rien faire de lui-même. Ou de passer des jours et des jours. J'ai vu des parents dire, mais mon fils, il est tout le long dans des mangas. Et alors? Il lit. Il regarde des images. Et alors? Parle-lui de ce qu'il voit. C'est intéressant, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas toi. C'est pas à nous de choisir le chemin de nos enfants. Un vieil ami me disait un jour, parce que j'étais très soucieux de l'éducation de mes 2 grands garçons, me dit un jour, j'en parlais que de ça quand on se voyait et tout ça, et il me disait, mais écoute, tes enfants, tu vas pas te les foutre en écharpe, d'accord? Ils ont leur vie, tu vois. Donc, bon, c'est des moments de déclic dans la vie comme ça, qui font partie de mon musée imaginaire, ces paroles-là sont importantes. Eh ben oui, c'est vrai, on va pas se les mettre en écharpe. Ils vont choisir le chemin. À nous de les guider pour que on les écrase pas trop, on les lâche pas trop, pour reprendre ce symbole du colibri là. On a trouvé un colibri qui est magnifique. Mais vraiment, il vient sur sa main se poser et tout. Et ce colibri, il est là et puis si tu serres trop, tu le tues. C'est un insecte oiseau quoi. Et si tu le lâches, il repart trop vite. Juste l'adaptation en fait, l'équilibre en fait. Et ça, ce symbole-là me plaît beaucoup quoi. Donc, comment faire naître après
la créativité dans chaque jeune. J'en ai beaucoup parlé sur le début de ce qu'on raconte, de notre discussion, mais faut l'éveiller, faut l'amener à trouver de lui-même en fait ce qu'il va vouloir faire. Cuisiner avec lui, cuisiner, faire un plat, mais cuisiner, faire un plat, c'est pas que cuisiner, faire un plat. Non, c'est choisir les aliments, choisir une recette. recette, il y a une méthode, choisir la méthode de la recette dans un livre, lire la recette. Ah zut, on n'a pas de tomate. Bah, il fallait aller acheter la tomate. Puis un jour tu lui dis, bah, tu sais que la tomate, la graine que tu manges là, tu la mets de côté sur un sopalin, et puis on va pouvoir l'été prochain la planter. Et lui montrer que la graine de tomate, tu vas faire un plan, de ce plan, tu vas le planter en terre et qu'après ça va te ressortir des tomates. Mais c'est la plus belle des choses que vous pouvez faire avec votre gamin, même si vous avez qu'un balcon, faites ça. C'est vrai, ou un noyau de pêche ou un avocat. Là, on a tous fait quand on était gamin. Pourquoi ? Parce que ça leur montre aussi le cycle de la vie. De la mort, de la revie, de la renaissance, de la mort, de la renaissance. Et ça, c'est fondamental. Ça fait partie de cette construction. Parce que on n'est pas obligé de leur dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Par contre, on a l'obligation de leur faire des choses. Et eux choisiront ce qu'ils veulent faire. Ils choisiront de faire de la cuisine. Ils choisiront d'être ingénieur informatique. Ils choisiront de faire tailleur de pierre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils auront eu le choix de faire ce qu'ils veulent. Et ils trouvent leur chemin quand c'est dans cette méthode-là. Que si on leur impose parce qu'on a un idéal de vie pour nos enfants, pour eux, c'est pas eux qui décident, c'est nous. Donc ça foirera arriver à un moment. Ça marchera pas. Arrive un moment, ils se rebelleront et ils seront contre les gens qui leur ont imposé ça. Et ils se diront non, mon chemin, moi, c'est pas ça que je voulais faire. Non, au-delà des enfants, tu as aussi des adultes qui, en fait, toute leur vie ont été contraints et se sont pas non plus posé ces questions-là. Et je pense mais ça part de l'enfance. Oui, mais la crise de la quarantaine, tu vois, elle parle peut-être un peu de là. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'es pas à ta place, tu as fait trop de trucs pour les autres et pas forcément pour toi. Et c'est vrai. Et on a un peu besoin de se connaître et de tester et d'expérimenter pour se rendre compte ce qui nous convient à chacun. Pour un moment faire des choix qui nous correspondent et qui vont un peu guider notre vie ou en tout cas nous épanouir au quotidien. C'est ça. Ouais, ça va me permettre de faire la transition sur ma question suivante. Moi, plus jeune, il y a un truc qui me choquait, c'est ça, mes potes qui, pas tous, mais ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Tellement ils n'étaient pas intéressés ou étaient tellement figés dans un schéma scolaire où en réalité, à part le français et des maths, de la physique, ça te donne pas en fait un métier derrière concret, ni une envie ou une passion ou une énergie pour t'investir dans quelque chose et aller au-delà. Tous ces jeunes qui ont le bac ou ont l'âge de faire des études supérieures, quand ils veulent s'intéresser en fait au métier de l'animation, normalement c'est pas les parents qui les poussent, en tout cas pour la plupart, à aller dans cette voie. Ils ont vraiment, tu vois, cette volonté et cette envie. Je sais pas encore où je veux arriver, mais ça arrive. non mais aujourd'hui, beaucoup des formations, je sais pas un pourcentage, mais elles sont quasiment toutes payantes et à des prix d'entrée assez fous où soit derrière tu as les parents qui peuvent t'aider, soit tu fais un prêt et encore ça reste compliqué de faire un prêt, soit tu travailles avant ou l'été pendant des années avant de te payer tes études. Aujourd'hui, tu vois, c'est une vraie barrière à l'entrée. C'est vrai. Qu'est-ce qui manque pour ce qui est plus soit d'école, soit plus de place dans des formations publiques ? Est-ce que ça a été une question que tu t'es posée ? Est-ce que c'était viable financièrement ? Est-ce que c'était possible ? Est-ce que tu peux nous donner des clés là-dessus ? Parce que ça reste. J'ai fait et je vais terminer ma question. J'ai fait des épisodes étudiants où c'est quand même revenu, tu vois, plusieurs fois. Et ça faisait partie des contraintes et des choix aussi familiaux, parce que derrière, tu as quand même aussi des fois la famille qui pousse se saigne aux quatre veines pour payer les études. Complètement. Alors, en fait, c'est simple. Déjà, moi, je n'ai pas voulu que cette école soit à but lucratif. Donc, tout de suite, je me suis calqué dans un modèle qui est l'association, loi 1901 à but non lucratif. Donc, la structure même, avec beaucoup d'anciens élèves qui sont dans l'association, et c'est ça qui est important, pour préserver ces choses-là. Demain, je ne suis pas là, ça peut fonctionner de la même manière. Et c'est ça qui est important. Mais le seul moyen de fonctionner dans le système français, c'était de créer en fait quelque chose où les jeunes devaient payer leurs études pour pouvoir faire ces études-là et avoir des vrais professionnels en face. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai toujours été dans les prix les plus bas possibles, et puis d'avancer au fur et à mesure que les technologies t'obligeaient, ou le bâtiment t'obligeait à faire que la scolarité soit payante. Mais à côté de ça,
j'ai essayé de mettre des bourses en place où j'ai aidé des jeunes. Alors, pas éducation nationale, hein, du coup, je suis complètement à l'extérieur du schéma universitaire, mais volontairement. Parce que, en fait, j'ai pu aussi préserver cette pédagogie innovante que je mettais en place. Donc, je ne suis pas rentré dans les cases d'un RNCP ou d'un diplôme d'État, parce que déjà, on ne me le proposait pas. Hein. L'État ne me proposait pas d'être école d'État. Voilà. Peut-être qu'avec le temps, on y arrivera. C'est un peu mon espoir, que ça devienne gratuit complet. Mais ce que j'ai fait, c'est que ce que je recevais des sociétés de production qui étaient partenaires de l'école, qui sont toujours partenaires, c'est que je recevais la taxe d'apprentissage, et cette taxe d'apprentissage, en fait, je la réservais avec un jeu comptable pour aider en mettant des bourses en place. Mais je ne peux pas le faire pour beaucoup de gens, je le fais pour une trentaine de personnes dans l'école. Mais voilà, donc avec les revenus des parents, des jeunes qui ont des accidents de parcours. Et moi, je prône le fait que le jeune, il peut aussi travailler à côté pour se payer ses études, pas forcément faire un prêt. Alors beaucoup de jeunes font des prêts. Et j'ai mis aussi en place un partenariat avec la Banque Populaire qui me permettait d'avoir un taux vraiment réduit en dessous de 1% pour les agios et de commencer à payer un an après sortie de l'école sa scolarité. Comme ça, il avait un an de zone tampon pour trouver du job. En général, dans les 6 mois, il travaille pour la plupart. Puis les autres, on essaye de les aider comme on peut en les faisant revenir à l'école, en leur donnant des choses complémentaires, ou les accompagner. Mais en fait, pour faire fonctionner l'école d'un point de vue financier, c'était la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui pour pouvoir faire vivre et être autonome et libre de ma pédagogie. Donc oui, on doit passer par ça, mais je pense que le travail que j'ai fait, ça aurait dû être l'État qui aurait dû le faire, l'université, ce qui n'a pas été fait. Il y a des formations qui tiennent la route aussi, hein, au-delà des écoles payantes. Je pense à Paris 8, par exemple, entre autres, qui tient grave la route sur art et technologie de l'image, où ils forment des jeunes qui ont pignon sur rue, qui travaillent. C'est pas le même profil qu'Améliès, mais c'est pas grave. On peut rentrer dans ces métiers de l'image de synthèse pour pouvoir faire ça. Alors c'est très axé développement, image de synthèse et tout ça. Mais pourquoi pas, ça fonctionne. Voilà. Par contre, à contrario, des écoles qui se sont montées, qui pour moi ont une volonté de capitaliser sur la scolarité ou la pédagogie ou l'enseignement, pour moi, ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce qu'il y a un intérêt d'actionnaires derrière qui veulent une culbute financière derrière. Donc on n'est plus dans l'investissement que je vous raconte depuis tout à l'heure. On n'est plus là-dedans, on est dans cette envie de capitaliser. Mais pourquoi pas aussi? Ça peut convenir à des gens, à des parents, c'est plus rassurant, je ne sais pas, mais qu'importe. Tout le monde a choisi son chemin comme il le veut. Ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est que, en tout cas, dans le cas de figure que j'ai choisi, je ne pouvais pas faire autrement que de faire payer la scolarité pour payer les profs, pour payer le bâtiment, voilà, mais sans actionnariat et sans capitalisation. Voilà. Et c'est ça c'est la solution que j'ai trouvée, moi, pour le faire. Ce qui change beaucoup sur la gestion des bénéfices. Tu ne les mets pas au même endroit dans un cas ou dans l'autre. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on se démarque et qu'on est une école indépendante. Et une école indépendante, rien que de dire ça, ça pèse énormément. Ça pèse énormément parce que les gros groupes d'écoles déjà existants, eux, ils veulent multiplier les écoles. Une école à Paris, une école à Rennes, une école à l'autre bout à Marseille, à Bordeaux, parce qu'il y a des propositions, des politiques locales qui vont vous faire... Moi, si je vais ailleurs, c'est parce que je veux continuer l'école et essayer de trouver de la gratuité pour mes élèves. C'est pas pour rajouter, faire une école bis Méliès. C'est vraiment pour qu'il y ait une continuité avant l'école ou après l'école, de continuer à faire ces choses-là. Donc voilà, j'ai pas choisi le même chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui doivent effectivement faire des prêts pour faire ces écoles-là. Mais on ne se fiche pas de leur gueule. Ils ont vraiment des profs en face. Ils ont en moyenne plus de 1300 heures de cours en phase 2 par an. C'est énorme. Avec le matos, ils n'ont pas besoin d'acheter de matos. Ils ont toutes les dernières technologies. Ils ont des profs, des experts, des anciens de chez Disney qui leur enseignent. C'est quand même le luxe d'avoir des gens avec autant d'expertise comme profs, comme mentors au début de leur carrière dans une école pour le faire. C'est pas que des permanents, quoi. C'est plus d'une centaine de pros qui enseignent dans l'école et qui restent en activité. Donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent et ben, c'est inévitable de faire payer la scolarité. Et puis je vais vous dire aussi une autre chose. On dit que l'université, par exemple, ou une école publique, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est tombé l'année dernière, qui est assez significatif. Un élève coûte 2,5 fois plus cher que ce qu'on fait payer nous à l'élève. Où va l'argent? 2,5 fois plus cher, c'est cher. C'est trop cher.
Donc c'est pas gratuit, c'est les impôts qui payent, c'est nos impôts qui payent en fait ces scolarités dans les écoles publiques. Alors pourquoi c'est ça? Je dirais, et puis un autre exemple, vous allez aux États-Unis dans l'école équivalente de ce genre de formation qu'on a en France, c'est 50 000 $. Ah, mais oui. Non, à côté, oui, c'est donné en France. Et c'est pas généraliste, c'est spécialiste. C'est pas tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai décrit dans cette pluridisciplinarité. Pas du tout. Aux États-Unis, ils spécialisent très très rapidement. Il n'y a pas ce champ d'action. Alors, c'est des écoles réputées, bien évidemment. Mais c'est pas le chemin qu'on a choisi, encore une fois. On a choisi un autre chemin. Mais tu vois, là, des je ne sais fois, pas si j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu à ma question et tu as en plus pris plusieurs volets. Des fois, je trouve ça juste un tout petit peu frustrant quand je vois le très peu de places qui existent dans des écoles publiques, tu vois, à côté d'universités qui forment, je sais pas, pour faire des chercheurs ou qui surdiplôment beaucoup de gens qui ne trouvent pas derrière parce que en fait les universités sont trop gros pour les débouchés. Or en réalité, nous on a énormément de débouchés. Or il y a très peu de places en école publique. Il y a que des écoles privées, ce qui ferme la porte d'entrée à beaucoup de gens. En tout cas, ça pose beaucoup de contraintes dès le début. D'où ces réflexions et un peu ces pistes que j'avais envie d'avoir avec toi en me demandant. Pourquoi c'est si compliqué quand tu crées une école pour qu'elle soit publique? Est-ce que c'est possible? Alors ça peut le devenir, j'ai des chemins possibles. Je partirai à la retraite le jour où j'arrive à ce que l'école soit gratuite, l'école Georges Méliès soit gratuite. Tu es prêt de partir ou écoute, on verra ça, on en reparlera dans quelques temps. Mais c'est mon rêve. C'est mon rêve que ça soit complètement gratuit. Mais il ne faut pas que ça soit complètement gratuit. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même qui dise aux jeunes, il ne vient pas là par hasard. Parce qu'on peut tomber aussi dans ce travers-là. Et je pense que l'État est en mesure de comprendre. On est dans un secteur aujourd'hui qui embauche à donf, qui embauche, que ce soit le cinéma d'animation, les effets spéciaux ou jeux vidéo. Les industries culturelles et créatives aujourd'hui sont plus grosses que l'industrie automobile en France. Mais on a besoin de ces écoles-là comme Méliès. On a besoin que ça soutienne l'industrie. On a besoin de recréer des nouvelles sociétés, nouvelles, plus fraîches, plus jeunes. Et c'est pour ça que dans l'école, on a monté l'incubateur que tu connais, parce que certains anciens étudiants aussi sont passés par là. Quand on sort de l'école Méliès, on peut continuer sa scolarité à Méliès en devenant entrepreneur. Et là, actuellement, on incube la 11e et 12e entreprise d'anciens élèves qui se créent. Donc les soupes à Monks en font partie, les Planktoon en son temps, les Kidiwi, c'est des boîtes où les Monkey Eggs ou voilà, les pilules et pigeons, toutes ces boîtes-là sont des boîtes qui sortent d'anciens élèves de l'école et qui ont eu cette âme d'entrepreneur et qui ont voulu créer ce côté entrepreneuriat. On peut dire chercheurs, puisque c'est des chercheurs, c'est des gens qui vont devoir se constituer à plusieurs pour créer des entreprises. Donc il y a une part de recherche là-dedans. Donc la continuité de l'école permet de devenir entrepreneur. Et je continue à les aider dans l'école pour pouvoir le faire à certains, ceux qui veulent. D'autres, c'est que du conseil. D'autres, c'est carrément des ordinateurs. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange qui est toujours dans ce bâtiment-là, où je leur apprends aussi à faire un business plan pour apprendre à concevoir un business plan, pouvoir se projeter, à se positionner d'un point de vue communication. Donc, oui, je pense que l'État pourrait faire naître ce genre d'école aujourd'hui. Faire naître ou reprendre des écoles existantes qui sont libres, qui ne sont pas assujetties à un actionnariat de société à but lucratif ou une société, tout simplement, et puis de faire naître de nouvelles vocations comme ça. Je rêve que ça soit ça pour l'école Méliès. Après, est-ce que ça se faisera ou pas? Ça, nous, on continuera notre chemin de toute façon dans tous les cas pour pouvoir aider des jeunes. C'est notre ADN, quoi. C'est l'avenir qui te dira si tu arriveras à résoudre ce pari et ce défi que tu t'es lancé. Mais j'ai une force que très peu d'écoles ont, c'est que mes anciens étudiants reviennent enseigner. Et avec eux, je suis convaincu qu'on peut le faire, ça. Parce que c'est pas tout seul que j'arriverai à faire ça. C'est vraiment avec tous ces anciens élèves qui ont œuvré, qui ont prouvé que la pédagogie de Méliès pouvait fonctionner et l'ouverture d'esprit de Méliès, cet esprit de compagnonnage pourrait faire naître encore à notre époque des compagnons en herbe pour pouvoir transmettre. Et eux, ils vont le faire en fait. Si c'est pas moi, ça sera les anciens élèves qui feront que l'école Méliès sera publique, j'en suis sûr. Et au-delà de ça, aussi le fait que ce soit une association, par eux, en fait, ces valeurs, elles sont aussi transmises. Donc, tu n'es pas le seul non plus à parler de l'école. Ils sont très nombreux à le faire. Et quelque part, ça fait plein de doublons, mais plein de clones, en fait, qui répandent, en fait, à la fois vos valeurs, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et ce n'est pas juste, en fait, des gens qui sont chargés l'administratif ou de tenir l'école. Ils peuvent vraiment en témoigner de l'intérieur. Et ça, c'est un vrai...
enfin, ça n'a pas de prix. C'est les meilleurs ambassadeurs, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Allez, je pense c'est marrant que tu me dises ça parce que ça me fait penser à un ancien élève qui m'a toujours soutenu dans la démarche et qui fait partie de l'association en plus en tant qu'administrateur, qui est Sigmund Pen. Sigmund, en fait, il est animateur de personnages. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vent, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a œuvré pour l'école? Comme d'autres, mais qu'est-ce qu'il a œuvré? Il est animateur, à côté il donne du temps à l'association, aux élèves, accompagner les élèves de l'école. Ça fait 15 ans qu'il est sorti de l'école. Et toujours là, voilà, Bastien Chauvet, tout ça, tous ces gens-là qui ont voulu en fait et qui veulent transmettre à leur tour, mais tout en voyant comment elle fonctionne l'école. Qu'est-ce que tu fais, Franck, là, et qui viennent dans l'association. Larson aussi, qui est là tout le temps à donner. Il reste des fois jusqu'à minuit le soir avec les élèves, alors qu'il a donné son cours toute la journée. Mais c'est fou quand même de voir moi, je suis fasciné de les voir, eux, qui ont vécu l'école, aujourd'hui donner autant. C'est là où je me dis que j'ai réussi quelque chose avec eux, parce qu'ils continuent à transmettre, quoi. Et à se donner, en fait, pour que les jeunes générations se disent qu'ils aient des repères à leur tour. Et ces repères à leur tour, c'est ceux qui ont vécu l'école qui peuvent le faire. Moi, je ne l'ai pas fait l'école. Bah si, remarque, ça fait 23 ans que je la fais l'école. Quand je dis ça, que je la vis au jour le jour, que je suis élève, perpétuel élève. Mais eux, ils l'ont vécu. Et ils l'ont vécu pas dans les dispositions que l'école elle est aujourd'hui. Hein. Ils l'ont vécu quand on était au château, on était dans des salles petites, on était dans un lieu magique, mais il n'y avait pas tout ce qu'ils avaient aussi aujourd'hui. Quand ils reviennent, ils se disent waouh, ils ont trop de chance, quoi. Et c'est pas pour autant qu'ils disent bon bah qu'ils se démerdent. Non, ils leur en donnent plus. Ils font du mentoring, voilà, moi ça me fascine. Ça me fascine qu'ils arrivent à. Et c'est ça qui est très rassurant parce que dans le compagnonnage, passé un temps, on a perdu ce repère de l'ancien qui devait transmettre. Ça revient beaucoup maintenant au galop, parce qu'il y a des gens qui œuvrent dans le compagnonnage pour qu'on ne perde pas ce chemin de tradition, quoi. Mais des fois, on voit des anciens mourir et partir avec leurs secrets. J'aimerais bien que nos artisans de l'image puissent créer ce lien à travers le temps, et que ça ne leur appartienne pas, mais que ça soit dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'esprit de Méliès, en fait, qu'il faut faire perdurer. C'est pas notre esprit à nous, c'est l'esprit de Georges Méliès qui lui fédère, qui lui a rassemblé, tu vois, ou l'esprit du compagnonnage qui continue à fédérer. Et ça, c'est faire union dans un monde qui veut être de division, qui veut séparer les gens. Et c'est ça qu'il faut inculquer le plus tôt possible aux jeunes, c'est de parler à l'autre, c'est d'aller vers l'autre, c'est de pouvoir être bien, être apaisé en étant avec les autres et pas être craintif de ce que l'autre va penser de toi. On s'en fout, on a tous des défauts et des qualités. Comment on compose avec ça? Faut pas empiéter sur la liberté des gens, des autres, c'est tout. Et ça, faire union, c'est intéressant, beaucoup plus intéressant, ce chemin choisi, que j'ai choisi et que j'assume, que de diviser pour mieux régner. Voilà. Et une association, une vie associative, c'est ça. Après, l'association, elle est ce que les membres vont en faire. Oui. Voilà. Tu peux pas écrire à l'avance ce que ça va devenir. Ça reste en fait du partage et un groupe qui progressivement va prendre des directions en fonction de qui le compose, ce groupe. Et l'air du temps. Et l'air du temps, oui. Mais qui s'inscrira dans le présent. Donc aujourd'hui, ça reste très compliqué de savoir ce que ça deviendra et l'envie qui s'en dégagera. Mais ça ferme un petit peu la boucle, je trouve, du début où tu nous expliquais que tu voulais vraiment mettre le partage au centre, tu vois, des valeurs et transmettre, parce que c'était aussi faire collaborer tous ces individus ensemble. Quand 15 ans après, ils redonnent et ils partagent de nouveau pour vraiment transmettre ce qu'ils ont appris à toute cette nouvelle génération, alors que beaucoup de choses ont changé. Enfin, c'est de nouveau le cercle un peu de la vie que tu décrivais avec les pépins. C'est la même chose qui Ou la se chenille. manifeste. Ou la chenille. Tu connais l'histoire de la chenille? On a eu un très beau film fait il y a quelques années qui était La larve et le papillon. La larve et l'orang-outan, pardon. Okay. La larve et l'orang-outan, c'était un film de 3 élèves qui ont fabriqué, donc Benoît, Paul et Vincent, qui ont fabriqué en fait un film, et on voyait une larve une chenille quoi, qui se tripouillait dans tous les sens, tout ça, et puis un orang-outan qui jouait avec la larve et qui la chahutait dans tous les sens et tout ça, et qui après s'est transformé en papillon. C'est quand même extraordinaire, ce symbole du papillon, de la larve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on a le symbole du phénix qu'on voit dans Harry Potter, qui a bien été mis en... Mais dans la vie de tous les jours, dans la nature,
Il y a des aussi belles choses. La chenille en fait partie. La chenille mange 10 fois son poids la veille de mourir, de putréfier. Elle est à l'horizontale, elle se met la tête en bas, elle s'accroche la tête en bas, elle mange 10 fois son poids avant, donc elle putréfie et elle fait renaître un papillon, qui est un des plus beaux êtres de la création. Mais c'est extraordinaire, c'est époustouflant. Ce film que Vincent, Paul et Benoît m'avaient fait, 3e promo de l'école. Hein. Bon, ils sont tous à bosser comme des fous furieux, c'est vraiment des cadors. Ils avaient cette sensibilité parce qu'ils ont passé des heures et des heures à dessiner les orang-outans au jardin des plantes. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en complémentarité avec un orang-outan qui est très joli, qui est très ressemblant à l'humain, pour raconter une histoire. Et ils ont mis la larve pour ce symbole. Et je trouve ça... Moi, ça m'a toujours stupéfait, en fait. En fait, je retourne mon regard d'enfant en regardant ce genre de choses où je ne sais pas si vous avez déjà vu un flocon de neige qui tombe du ciel, le choper avant qu'il tombe du ciel, et le garder et de le mettre sous un microscope. Il est géométriquement parfait. Ouais. Et quelle beauté! On a ça dans les cartes du tarot. Derrière les cartes du tarot, c'est une géométrie matricielle, ça s'appelle. Ou dans la construction des cathédrales, c'est la même proportion. C'est la proportion qu'on appelle une proportion au nombre d'or, en fait. En fait, on a eu de cesse de construire avec cette géométrie-là, le vivant. Et derrière, on le voit plus, cette géométrie. On voit le vivant, on voit la larve qui se transforme, on voit le flocon de neige, on voit la pomme de pin avec ses spirales logarithmiques, on voit la pomme tout simplement à manger qu'on coupe dans l'autre sens, on voit les pépins qui sont organisés d'une manière géométrique. Mais c'est extraordinaire. Les coquillages, le nautile là, qui fait ses spirales logarithmiques, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ces passerelles-là d'observation, de nourriture du vivant sont extraordinaires, quoi. Ça me suffit, quoi. J'aurais pas besoin de lire de BD si je pouvais lire que tout ça, quoi. Dans la nature, ça me suffirait, quoi. Non, et puis comme tu vas rebondir sur ce que tu dis, mais à continuer d'observer et à s'émerveiller sur tout ce qu'on a sous les yeux, on se rend compte à chaque fois de ce que tu dis, de la matière, mais aussi de la géométrie, de comment s'articulent les choses, et on continue encore en fouillant à découvrir des choses qu'on ne savait pas encore, en allant encore plus dans le détail, y compris ces flocons qui peuvent être des fois fabuleux. Mais ces géométries de flocons, tu peux les retrouver dans ce qui a été construit à l'Antiquité. Mais comment ils ont fait pour faire le lien, tu vois? Je parlais c'est une démarche platonicienne, la géométrie descriptive. À l'Antiquité, donc. Mais vous pouvez voir tous les monuments faits sur la planète avant l'ère de Jésus-Christ. Ils sont construits tous de la même manière, avec des blocs énormes, que ce soit le plateau de Gizeh ou Teotihuacan ou quoi d'autre, le Machu Picchu, ils sont tous construits, ou l'île de Pâques. Ils ont des appareillages de pierre gigantesques qui sont construits de la même manière. Je vous invite à regarder un documentaire qui est vraiment époustouflant. Il y en a plein de petites vidéos sur YouTube, sur leur chaîne. Ça s'appelle BAM, Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Okay. C'est Patrice Pouillard, qui est un réalisateur, qui a fait ce documentaire, qui est un spécialiste aussi du monde du cinéma, et qui a fait ce documentaire pour parler en fait de comment on construisait à l'époque, à l'Antiquité, pour dire d'où on vient et comment on construit à notre époque. On a perdu toute notre tradition de construction monumentale. Et il le prouve par cette géométrie sacrée, par des compagnons qui viennent témoigner dans son documentaire. Il y a des ingénieurs, il y a des compagnons du devoir, il y a des gens complètement novices, des architectes qui analysent ce truc-là et qui se disent à notre époque, mais qu'est-ce qu'on a perdu ? Par où on est passé pour perdre tout ça, quoi ? Fabuleux. Ce documentaire, il est très constructeur à notre époque. On a l'obligation de se poser ces questions-là aujourd'hui. On ne peut pas me résumer le fait d'avoir construit les pyramides de Gizeh avec un mec qui tape avec du... Il n'y avait pas le fer, hein. Avec une boule de granit sur un autre granit pour pouvoir penser faire la géométrie qu'elle a. C'est pas possible. On ne peut pas me répondre ça. Les archéologues se sont plantés, mais complètement, pour parler de ça. Ou les égyptologues, en tout cas. Les archéologues, il y en a qui comprennent. Mais c'est pas possible. On ne peut pas répondre ça. Donc, cette curiosité... Cette envie de curiosité, c'est toujours de voir plus loin. C'est ça qu'il faut, je pense, transmettre aux jeunes. Parce qu'avec la curiosité, si on ne reste pas en surface, si on va vraiment en curiosité, on peut se découvrir nous-mêmes pour découvrir le monde, quoi.
T'as quasiment fait la conclusion là, de l'épisode. Mais, en tout cas, t'as bouclé toutes les boucles que t'avais ouvertes sur la fin. Écoute, c'est parfait. Tu pouvais pas mieux retomber sur tes pattes. Je sais pas, en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger de ce genre de sujet avec toi parce que voilà, merci de ta part de m'avoir donné cette opportunité. C'est très court pour essayer d'un petit peu faire une capsule de tout ce que tu essayes d'insuffler, de ton musée imaginaire qui t'inspire aussi énormément et qui te guide. Mais en tout cas, j'espère qu'on a résumé au mieux un petit peu tout ça en 1h30. Mais tu sais, le format capsule, tu as raison de dire ça. On parlait de bulle tout à l'heure. Capsule, c'est sphérique, hein, donc c'est l'univers. Tu es dans la même proportion en fait. Et cette proportion, c'est de créer autour de nous des choses on a envie de les faire, on n'a pas besoin. On a envie d'être ensemble, on a envie de partager ensemble. Tu vois. Et ces capsules, continue à faire ces capsules parce que je pense que ça donnera des sacrés repères aux jeunes générations, de témoins du passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Fais-le sur tous les métiers, fais-le très largement. Et ça donnera envie à des jeunes d'aller, par curiosité, découvrir, tu vois, aller plus profondément dans ce qu'ils cherchent de leur vie, quoi. Fais-le. C'est très important ce que tu fais pour les jeunes. C'est très important. Plus humblement, si ça donne des pistes de réflexion ou si ça aide certains à se poser des questions, c'est déjà très bien. Et oui, je continuerai à le faire. Et ça marche. Encore mieux quand j'ai des personnes qui ont plein de choses à raconter, à livrer, qui ont envie de partager et qui arrivent aussi à un stade où ils ont assez digéré, c'est ce que tu disais, pour le transmettre de manière audible et très claire à des gens qui écouteront peut-être seulement le format audio et qui les connaissent très peu, mais pour autant le message il est limpide et totalement accessible et il suffit juste de se poser et dans ces cas c'est des pépites. En tout cas, c'était un très bon moment, Franck, partage Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te lâche pas, on a encore 3 questions à voir ensemble, c'est les 3 questions de chaque épisode. Je sais pas si tu t'en souviens. Vas-y. La première, c'est qui est-ce que tu aurais envie d'entendre sur des prochains épisodes? Ça peut être des anciens de Méliès, comme juste des gens que tu adores et que tu aurais envie d'entendre. J'adorerais que tu rencontres, est-ce que tu en feras quelque chose ou pas, tu verras, mais déjà, sur un prochain épisode, je connais un ami qui est un de mes profs, qui s'appelle Daniel Cacquot, qui est peintre traditionnel à l'huile, qui est directeur artistique, qui bosse pour DreamWorks, pour Disney. Et en fait, il te parlera de tout sauf de ça. Il te parlera de sa vie, de comment il est devenu le peintre qu'il est, comment il est devenu le spécialiste de Vermeer qu'il est. Il peut t'en parler pendant des heures de Vermeer, ou de Léonard, ou de tout ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on rencontre en fait. Okay. Il prend des contes de Grimm et les adapte en tableau de maître vraiment à l'ancienne et il peut te parler de tout ça comme il peut te parler en fait des dernières productions sur lesquelles il a travaillé en tant que directeur artistique. Donc ça c'est un. Ça peut être aussi un homme que j'estime énormément qui s'appelle Patrick Delage, qui est directeur d'animation chez MacGuff, qui est réalisateur même maintenant. Okay. Et qui lui aussi va te parler en fait du dessin d'observation, de dessiner le vivant, mais qui va aussi te parler de son musée imaginaire qui est très 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 enrichi par plein de moments de vie qu'il a vécu. C'est un ancien du studio Disney Montreuil et qui a lui fait le passage à la 3D et donc qui aujourd'hui dirige de l'animation de personnages 3D, et qui réalise. Donc un homme très complet qui va partir des fondamentaux aussi. Voilà. Dans les anciens élèves qui a fait un sacré bout de chemin, Vincent Caudeville, j'en ai parlé, c'est lui un des réalisateurs qui a fait La Larve et l'Orang-Outan, qui vit en Nouvelle-Zélande. Donc là tu seras obligé de le faire à moins que tu veuilles faire un petit voyage en Nouvelle-Zélande. C'est pas prévu pour tout de suite mais là ce sera en visio. Oui. Il travaille chez Weta, qui est animateur de personnages, qui a une énorme sensibilité. Qui est revenu plusieurs fois à l'école faire des conférences, dont une sur les 9 animateurs clés du show Disney, les Line of Men. Okay. Une conférence qu'il avait fait chez Weta et qu'il a refait chez nous, et qui lui aussi pourra te parler de son amour de la vie et du métier. Voilà. Bah là, ça en fait 3 déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Surtout qu'ils ont c'est les gens qui méritent d'être rencontrés. Quoi, Cool, bah, merci pour ces recommandations. Et puis, ce sera encore une belle manière d'explorer, de revenir à... peut-être la tradition pour s'intéresser à aujourd'hui ce qu'on fait dans l'animation ou dans l'animation, ça fera le pont. Ah oui, carrément, bien sûr. Trop cool. La deuxième question, même si on y a quand même déjà pas mal répondu, parce que tu as un petit peu parlé de l'école, ça donne un contexte, où est-ce qu'on te retrouve, Franck? On me retrouve alors ici, dans la maison, chez Georges Méliès.
On peut me retrouver aussi, on monte une web TV en fait sur la web TV de l'école, donc sur le site internet où on veut faire parler les anciens élèves et les professionnels de leur métier en 4-5 minutes. C'est très court, mais on prend un professionnel, donc un ancien élève ou un pro, n'importe, qui vient parler très rapidement de ce qu'il vit dans le métier et de son métier. Donc on va essayer de multiplier ce genre de choses, mais c'est très court, voilà. Où on peut me retrouver. Alors, il y a une particularité à Méliès, c'est qu'on n'attend pas les portes ouvertes pour venir visiter l'école. Ok. On peut venir toute l'année, tous les mercredis après-midi, nous visiter. Il suffit d'appeler le standard de l'école en disant je voudrais un rendez-vous pour venir visiter avec des copains, avec mes parents, avec plusieurs. En tout cas, c'est des visites qu'on fait à plusieurs. Voilà. Et je fais visiter moi-même l'école. Cool. Et sachant que le lieu, pour l'avoir visité, est très 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 sympa. Donc juste par curiosité, ça vaut le coup. C'est respirant. Quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Je vais peut-être te lire domicile ici, moi. Ah bah avec grand plaisir. T'es la bienvenue. C'est une blague. Non mais c'est vrai, la visite vaut le coup. Merci encore pour la visite, c'était très sympa. Ok. Tu postes des fois un petit peu sur les réseaux, on peut te suivre ou pas trop ? Oui, alors je poste moi personnellement avec mon compte, mais surtout c'est l'école. Je poste aussi avec le compte de l'école sur LinkedIn, sur les offres d'emploi pour mes anciens étudiants pour qu'ils continuent à garder les offres d'emploi des différentes productions. Sur Instagram, on peut nous retrouver aussi, sur le Facebook de l'école. On poste tout le temps. Okay. On a toujours une actualité. Partout, alors. On poste les vidéos, les interviews, beaucoup pour faire parler les élèves et les anciens élèves. Et là, on essaye, alors je ne suis pas trop fan de ça, mais on va essayer de faire des interviews d'élèves qui vivent l'école au jour le jour sur TikTok, très rapide. Trop bien. On va le tenter, bah ouais. On va se lancer là-dedans. Voilà. Non, surtout qu'en plus, ils ont l'air d'être vachement impliqués, donc en réalité, ça va être un format qui est vivant, qui leur ressemble. Puis les jeunes générations ont cette habitude de cliquer, liker, de repartager. Tu vois, les réseaux sociaux, ça a ce côté bien, c'est qu'on peut avoir une information très rapide. Après, encore faut-il pas rester à cette information-là, mais creuser sur l'information de la personne, aller plus loin, quoi. Voilà, si on entend un vocabulaire qu'on ne comprend pas dans une vidéo, dans une interview, tout ça, il faut le noter sur un bout de papier, puis après on va sur Internet creuser, aller plus loin en curiosité. On revient toujours sur la même chose. Les réseaux sociaux, ça sert à ça en fait, hein, c'est à trouver des portes d'entrée. Hein. Je parlais de YouTube tout à l'heure pour BAM, bâtisseur de l'ancien monde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est des petites vidéos qui font un quart d'heure, et puis après du coup, on peut acheter le DVD où tu as 2h50 de docu. Il faut se les manger. Hein, alors, pour des passionnés comme nous, ça va. Mais pour choper les gens, pour leur dire tiens, regarde ça, machin, c'est une vidéo de 5-10 minutes, 15 minutes, c'est bien, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Ok. Et puis la conclusion, je vous laisse maintenant à chaque fois la faire. Ça s'appelle le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est soit un mantra, une philosophie que tu t'appliques, ou une punchline, ou juste une blague, ou une réflexion qui te caractérise. T'es très très libre de la conclusion. C'est pas une question piège. Non, mais je sais pas, mais en fait, la conclusion que je veux donner à tout ça, c'est que on est des êtres humains. Ouais. J'ai pas envie de voir des morts vivants en face de moi et de vivre dans une société de morts vivants. J'ai plus en plus l'impression de vivre et de voir des gens qui se laissent vivre. Donc en gros, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut assumer, c'est je veux être la vie, je veux être vivant, je veux vivre avec les gens et pas tout seul dans mon coin. Donc faire vivre la vie, je suis la vie, c'est ça qu'il faut dire au jour le jour. Et c'est ça qu'il faut transmettre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. La magie, c'est pour les autres. La vraie vie, elle est là. La magie, la vie est une magie, en fait. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est magie et image. C'est un anagramme. Hein. C'est les mêmes lettres. Hein. Donc, vivons en magie, en pensant que nous sommes dans un monde de l'image. Et de faire vivre la vie, c'est ça. Donc, se référer au vivant. Donc, à l'être humain qu'on a à côté de nous. Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est pas le tout de lui dire bonjour. Comment tu vas ? On tourne les talons. Bah non. Mais comment tu vas ? C'est comment tu vas. Je te regarde. Je vis. Je suis en vie là. Ok ? C'est ça qui est important. Voilà, si j'ai envie de, c'est comme ça que j'ai envie de clore notre échange et notre partage. Bah écoute, ça me va. J'ai rien à rajouter. C'est une belle conclusion et tu remets de nouveau l'humain au centre et la vie, c'est-à-dire cette aventure où on doit être acteur et pas seulement se laisser porter et prendre le train en marche et subir. Donc
ne subissez pas vos vies, vivez-les quoi. Allez, c'est parfait. Merci Franck encore pour cet Merci échange beaucoup à toi. et d'avoir pris le temps et de nous avoir un peu reçus. Je ferai peut-être une toute petite vidéo, genre visite teaser là du lieu pour que ça vous donne envie de venir les mercredis. Pépite. À la semaine prochaine. Et puis je vous le dis à chaque fois, mais partagez l'épisode, parlez-en autour de vous si vous avez bien aimé ce moment-là. Et encore à la semaine prochaine. Salut.